Bonjour à tous et bienvenue à la conférence. Ala, tu peux commencer si tu sais. Euh, Tu peux activer ta caméra et ton micro. Parfait. Super. Ok, on est bon pour le live. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre dernier événement de l'année, la conférence La fraude et l'évasion fiscale, apprendre le droit pour mieux le détourner. Je suis Ala, le président d'Elsa Saint-Louis cette année, et je tenais tout d'abord à remercier Marion, nos intervenants et le département SNC, sans qui nous n'aurions pas pu organiser des conférences avec des sujets aussi intéressants et captivants. Mais je tenais aussi à remercier toutes nos équipes à Elsa Saint-Louis qui sont AA, MCC, STEP et Marketing. Je tenais à vous remercier pour tout le travail que vous avez fait durant cette année et votre implication. On a pu poursuivre une année plus ou moins normale avec nos événements, malgré les conditions qui sont difficiles. Et je pense que vous pouvez être réellement fiers de votre année. À nos partenaires, Launch, Let's Go, Linkletter, c'est maintenant Nota d'utile. Je tenais à vous remercier, à vous adresser des remerciements pour votre confiance et votre foi en nous. Pour finir, à nos spectateurs, étudiants ou pas, je vous remercie d'avoir suivi nos projets et nos événements au fil d'une année qui n'est pas comme les autres. Et j'espère qu'ils ont pu vous apporter une réflexion, des connaissances en plus sur des sujets qui sont rarement traités dans nos auditoires. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Marion, qui est la vice-présidente du département séminaire et conférences. Passez une bonne soirée. Parfait. Logiquement, Monsieur Claes et Madame Scarna, vous pouvez activer votre caméra. Bonsoir. Bonsoir. Hop. Voilà, donc bonsoir et bienvenue à tous à cette conférence qui s'intitule La fraude et l'évasion fiscale, apprendre le droit pour mieux le détourner. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder ce sujet de droit fiscal qui fait l'objet de nombreux scandales dont on entend souvent parler à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Et il est parfois difficile, surtout en tant qu'étudiant, de comprendre un peu la pratique derrière tous ces grands mots de fraude fiscale, évasion fiscale. Et c'est parfois encore plus compliqué de comprendre les moyens et la façon dont le droit fonctionne derrière tout cela. Donc ce soir, nous accueillons deux intervenants, tous deux de formation juridique. D'un côté, nous avons Madame Scarna Sabrina. Logiquement, vous pouvez activer votre caméra et micro quand vous le souhaitez. Et du coup, pour vous présenter, vous êtes avocate fiscaliste spécialisée en droit pénal financier. Vous avez différentes casquettes, notamment professeure en droit pénal fiscal, rédactrice en chef de la Revue internationale du patrimoine, et vous siégez également au Conseil des barreaux européens. De l'autre côté, nous accueillons Monsieur Claes Michel, actuellement juge d'instruction à Bruxelles, et avant cela, avocat durant de nombreuses années. Vous êtes spécialisé dans la lutte contre la criminalité financière, la corruption ainsi que le blanchiment, et vous avez écrit notamment La salle des pas perdus ainsi que Essai sur la criminalité financière. Donc, pour plonger directement dans le vif du sujet, je vois que juste, je vais régler. On aura une session questions-réponses à la fin de la conférence. Et Madame Scarna, est-ce que vous arrivez à activer votre micro et caméra? Merci. Parfait. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, avant de plonger dans le vif du sujet, je propose que l'on fasse un peu un détour vers les concepts clés afin de comprendre la suite de la discussion, vu que, comme je l'ai dit précédemment, la majorité des auditeurs sont étudiants, donc il est important de comprendre un peu les bases avant d'aller plus loin dans le sujet. Je vais partager un rapide, voilà, avec un peu les concepts clés qui me semblaient importants à comprendre. Je vous laisse la parole pour un peu nous expliquer toutes ces notions. Et si vous estimez qu'il faut un peu rajouter d'autres notions, vous avez le champ libre. Michel, comme tu veux. Je sais pas, Sabrina, dis-moi. Je vois qu'on a inclus la fraude sociale. Oui, c'est très bien. Bon, why not, hein, donc, de toute façon, tout ça sont des petits atomes d'une molécule gigantesque. Ah là là. Je sais pas,
Allez, parle-nous Juste, peut-être de l'impôt, la fiscalité, j'embraye voilà, sous la pénalité peut-être. Qu'est-ce que tu en parfait. penses? Voilà, Alors, vas-y. magnifique, merci Michel. Donc, effectivement, l'impôt, ben, on sait que nous sommes tous assujettis à l'impôt. Il y a différentes formes d'impôt. Si on prend l'impôt sur le revenu, eh bien, nous sommes taxables sur les revenus qui sont considérés comme tels dans le Code des impôts sur les revenus. Lorsqu'on effectue des opérations plutôt économiques, on va générer de la TVA à laquelle on est assujetti lorsqu'on a pour activité justement de prester des services ou de livrer des biens. Lorsqu'on décède, eh bien, nos héritiers payent des impôts de succession. Si on achète un bien immeuble, on aura des droits d'enregistrement à payer. Donc, l'impôt, c'est toute une série de législations fiscales diverses qui ont pour objectif de déterminer si une opération, un acte, un fait génère des impôts qui sont dus à l'État. Le principe, c'est que pour qu'il y ait un impôt dû, il faut qu'il y ait une loi qui crée l'impôt. Donc, vous savez que l'article 170 de la Constitution prévoit le principe de l'égalité en un mot de l'impôt. Et donc, pour qu'il y ait un impôt, il faut une loi. Si je prends mes revenus professionnels, eh bien, c'est le Code des impôts sur les revenus qui va m'expliquer que lorsque je travaille, je dois payer des impôts sur mon revenu net, que ce soit des frais réels ou des frais forfaitaires. Et cet impôt est fixé aussi par la loi. Et nous savons qu'en Belgique, nous avons plutôt un impôt en matière d'impôt direct qui tient compte de la part contributive de chacun. Et on a un impôt progressif par tranche. Alors, cet impôt, je le dois, et pour le devoir, je dois respecter toutes les obligations que m'imposent les différents codes. Si je reviens de nouveau à l'impôt sur les revenus, eh bien, chaque année, c'est d'ailleurs la période bientôt, à la fin du mois de juin ou à la mi-juillet si je suis en taxon web, je vais faire ma déclaration fiscale et donc expliquer à l'administration fiscale sur base du cadre, de tous les cadres de la déclaration, quels sont mes revenus qui sont imposables. Et effectivement, sur cette base, l'administration fiscale va pouvoir enrôler l'impôt. Et dans le cadre de cette déclaration, notamment à l'impôt des personnes physiques, ma déclaration va avoir ce qu'on appelle une présomption d'exactitude. Donc, si le fisc veut taxer autrement, dire que je dois plus que ce qui serait le résultat sur base de ma déclaration, il va devoir le prouver. Pour le prouver, il a le droit d'investiguer. Donc, l'administration fiscale dispose dans les différents codes de toute une série de pouvoirs d'investigation et toute une série de présomptions. Donc, puisque c'est elle qui a la charge de la preuve, elle a toute une série de présomptions légales créées dans les différents codes qui permettront effectivement d'établir la juste assiette de l'impôt. Alors la fraude, et je vais passer la main tout de suite à Michel, la fraude, c'est quand on ne va pas respecter nos obligations, mais qu'on va le faire dans une intention frauduleuse, à dessein de nuire. Donc j'ai des obligations, elles sont dans la loi, je ne vais pas les respecter. Le simple fait de ne pas respecter ne fait pas encore une infraction. On peut tous se tromper. On peut ne pas être d'accord avec une position du fisc. Donc ça n'est pas de la fraude. Mais si je viole la loi à dessein, dans l'intention de frauder ou à dessein de nuire, eh bien, c'est érigé en infraction dans les différents codes. Voilà, donc j'embraye en disant donc la fraude fiscale, c'est une pratique frauduleuse qui résulte soit d'un acte sciemment posé, soit d'une omission délibérée, qui constitue la violation d'une loi à la fois fiscale et pénale. Alors, tout le problème dans la fraude fiscale, c'est évidemment l'appréciation de son importance. D'abord, évidemment, par rapport au montant qui est éludé, et puis aussi par rapport aux techniques qui sont utilisées pour y parvenir. Et à cet égard, si vous voulez, il existe des strates, et je commencerai par une strate assez curieuse, parce que je commencerai par la fin de votre concept clé tel que vous le soumettez sur l'écran, l'optimisation fiscale, parce que c'est important de commencer par cela en disant que préalablement à l'approche de la fraude fiscale, il y a ce point d'interrogation où les professionnels sont souvent, comme on dit en néerlandais, tussen de twee, à partir du moment où, dans l'optimisation fiscale, le contribuable est conseillé par les professionnels qui l'entourent, va payer moins d'impôts via ce qu'on appelle le choix de la voie la moins imposée. Je l'aborde maintenant. Maître Scarna aura l'occasion de développer plus avant sans doute ce point qui est
très sensible, et surtout très sensible aujourd'hui, parce que, ô combien battu en brèche, et nous sommes bien placés, Maître Scarlet et moi, pour le savoir. Nous sortons tous les deux d'une commission parlementaire des finances où nous avons débattu, en étant d'ailleurs assez curieusement tous les deux d'accord. Et donc, pour commencer, donc l'optimisation fiscale, une partie de celle-ci, c'est le choix d'avoir la moins imposée telle qu'elle a été un jour définie par un arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 1961. Et c'est pas parce que cet arrêt est ancien, et je cite quelqu'un, pour dire que nécessairement il faut le mettre à la poubelle, bien au contraire. Il a émis un principe qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire que, et je cite l'attendu le plus important, attendu qu'il n'y a ni simulation prohibée à l'égard du fisc, ni partant fraude fiscale lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties usant de la liberté des conventions sans toutefois violer aucune obligation légale établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si la forme qu'elles leur donnent n'est pas la plus normale. Donc, en réalité, on peut payer moins d'impôts et en restant dans la légalité, parce que tout simplement, à un certain moment, on a fait preuve d'une forme d'intelligence. Et tout cela, évidemment, a fait l'objet d'aménagements. Les concepts ont été affinés, on a introduit par rapport à cela la notion d'abus fiscal. Il existe toujours chez le conseiller fiscal un risque dans l'appréciation d'utiliser telle ou telle voie, et la plupart du temps, c'est sur le plan international que cela se joue, mais il est possible de bénéficier je dirais, de conseils qui permettent de payer moins d'impôts sans tomber dans la fraude fiscale. Mais quand vous tombez dans la fraude fiscale, alors les choses sont assez simples. Parce que la fraude fiscale, c'est quoi? C'est tout simplement, vous avez un certain nombre de lois, et la fraude fiscale, de la manière la plus basique qui soit, en général, c'est une liste extrêmement impressionnante de dispositions pénales en disant, voilà, ça, si vous ne payez pas l'impôt tel qu'il est déterminé, et les dispositions générales, vous les trouvez dans le code de l'impôt sur les revenus, vous le trouvez dans la TVA, vous le trouvez dans les règles comptables, le code de droit des successions, l'interdiction professionnelle, la solidarité dans les paiements de la taxe, l'abus de confiance, l'escroquerie. Vous avez une énumération j'avais calculé un jour qu'il y avait 167 règles de pénalité qui pouvaient tomber sur la tête du fraudeur. Mais il faut bien vous dire aussi, dans la fraude fiscale, que vous avez fraudeur et fraudeur. D'abord, il y a le fraudeur classique, donc c'est celui qui a une activité tout à fait normale. C'est un entrepreneur, ça peut être n'importe qui. Et vous savez, celui qui le conseille. Et donc, par rapport à la fraude qui est commise, vous avez à la fois celui qui va en bénéficier, celui qui l'a conseillé dans ce qu'on appelle en droit pénal la corréité. Et là, vous avez des tas d'exemples et vous avez des strates. Alors, ça peut partir du plus bas, dirais-je, par rapport quand vous allez chez le coiffeur où vous faites réparer votre chasse d'eau et que vous payez en liquide d'un côté et que le plombier vous demande si vous souhaitez oui ou non une facture et que tout le monde est bien d'accord pour dire que non, là nous tombons dans la fraude fiscale. Et c'est une fraude fiscale simple. Voilà. Donc là, on peut dire que, et tout le monde a toujours tendance à dire, bah, vous savez, tout le monde fait ça, c'est pas bien grave, hein, c'est bien sûr. Hein, bon, allez, on va le dire. Puis vous avez donc dans la fraude fiscale des strates qui vont un petit peu plus loin, dans lesquelles il y a donc des bénéfices d'entreprise avec d'autres moyens, où par exemple, vous faites creuser une piscine dans votre jardin, et puis finalement, l'entrepreneur dit, vous voulez pas une facture, donc déjà ça, on revient au premier concept, mais vous avez également l'entrepreneur qui dit, mais on peut peut-être faire une facture en disant que j'ai installé des parois, des cloisons dans votre société, puisque vous êtes en société, vous pourrez les déduire ainsi de votre chiffre d'affaires. C'est plus compliqué. Là, on tombe dans des éléments de faux qui vont accompagner la fraude fiscale avec des faux comptables. Ça, évidemment, nous sommes dans une strate supérieure. Une strate tout à fait supérieure. Et puis, vous avez évidemment des aggravations par rapport à l'utilisation de moyens internationaux, etc. Et là, nous restons toujours, si vous voulez, avec des personnes qui commettent ces fraudes, sociétés, personnes morales, personnes physiques, qui ont toujours finalement, je dirais, pignon sur rue d'une certaine manière. Et ces derniers temps, et on en parlera tout à l'heure,
à propos de la répression de la fraude fiscale, des aménagements qui ont été faits pour distinguer la fraude fiscale simple, ça c'est le plombier, et la fraude fiscale grave ou organisée, ça c'est plutôt l'entreprise dont je vous ai décrit les malversations sur le plan d'utilisation notamment comptable. Et puis, vous avez l'autre strate qui est beaucoup plus grave dans la fraude fiscale. Alors là, je vous parle de bandits, de voyous, qui sont des gens qui viennent de la grande criminalité et qui commettent des actes de détournement des règles fiscales dans le cadre des grandes fraudes telles que les carousels à la TVA. Alors ça, c'est une plaie en Europe. Ce sont des centaines de milliards par an qui s'en vont. Si vous le souhaitez tout à l'heure, je peux vous décrire notamment les moyens d'enquête que nous avons développés en Belgique pour lutter contre ces phénomènes. Et nous sommes en Belgique les champions de la lutte contre le carrousel à la TVA. C'est quoi un carrousel à la TVA? Ce sont des sociétés véhicules, on appelle ça des véhicules, qui sont chargés de véhiculer l'argent sale qui est détourné à la TVA avec des hommes de paille, par des fausses opérations commerciales, par de faux documents comme des documents de transport. Ce sont des carousels de type verticaux, de type horizontaux, suivant le type de fraude fiscale de carrousel à la TVA, mais nous tombons là dans le grand banditisme. Donc vous voyez que la fraude fiscale a des approches qui sont d'une sensibilité par rapport je dirais au départ du plombier jusqu'au grand carouseleur dont nous avons connu par ailleurs des règlements de compte internes qui se sont terminés par des assassinats en rue. Et oui, tout ça, c'est la fraude fiscale dans son approche. Et maintenant, si vous voulez, un jour, que nous parlions, et peut-être tout à l'heure, de la quantification de celle-ci, je vous assure qu'il y a de quoi trembler. Mais c'est très bien ce que vient de faire Monsieur le juge d'instruction parce que effectivement, c'est très parlant. Donc, pour reprendre l'optimisation fiscale, la différence entre l'optimisation et la fraude, c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste un peu à un mélange des concepts. Aujourd'hui, on assiste il y a ce qui est interdit, la fraude. En principe, moi, je pensais qu'il y avait ce qui était interdit et puis le reste était permis. J'ai le choix licite de la voie la moins imposée. Ça veut dire quoi, le choix licite de la voie la moins imposée? Ça veut dire que si demain ce principe n'existait plus, vous devriez tous fumer parce que comme ça, vous payeriez des accises. Hein. Techniquement, vous payeriez plus d'accises si on n'avait plus le choix licite de la voie la moins imposée. Alors, c'est un peu retort parce que en fait, on justifie le coût des accises à cause des soins de santé des gens qui fument. Donc, techniquement, c'est le serpent qui se mange la queue. Mais pour vous donner encore un autre exemple, si je veux, par exemple, à la fin de l'année, rétribuer mon personnel, le droit permet de faire ce qu'on appelle des plans de bonus non récurrents. Donc, je m'engage à payer un bonus à tout mon personnel sur base d'un plan qu'on établit en début d'année. Et si tous les objectifs de ce plan sont atteints, ce bonus est acquis à mon personnel et c'est un bonus qui est beaucoup plus light au niveau fiscal. Mais c'est un avantage qui est créé par le droit fiscal et j'en profite. C'est vrai que j'en fais profiter mon personnel. Si j'ai un immeuble que vous le donnez en location à un ami, à une personne physique, vous n'êtes pas taxé sur le loyer, mais juste sur le revenu cadastral indexé, majoré. Par contre, si vous le donnez à une société en location, vous êtes taxé sur le loyer réel. Donc, techniquement, ça coûte moins cher de donner en location à une personne physique qu'à une société. Si vous choisissez de donner à une personne physique plutôt qu'à une société, vous choisissez encore le droit la voie la moins imposée. Si je veux transmettre un bien à mes enfants, je peux faire un testament et ils paieront des droits de succession, mais je peux aussi donner à mes enfants et cette donation est moins chère, voire pas taxable. C'est encore le choix licite de la voie la moins imposée. Donc en fait, on pose tous les jours des choix qui sont le simple droit le plus strict de choisir la voie la moins imposée. Et c'est ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale. Et c'est vrai que depuis ces fameux arrêts de 61, qui fête bientôt donc ses 60 ans tout pile, la loi a évolué. Pourquoi? Parce que en fait, le législateur se dit, oui, c'est un principe qui est acquis, qui est important, mais il y a quand même des limites, quoi. Il faut qu'on mette des limites aux gens. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle une mesure anti-abus générale, et c'est en Belgique. Maintenant, c'est imposé par l'Europe, c'est imposé dans certaines directives, etc., que ce soit pour les transmissions d'argent entre entreprises. Mais cette mesure anti-abus, si je peux vous la simplifier, c'est quoi? C'est de dire,
Eh bien, quand quelqu'un fait l'opération, Michel a dit tout à l'heure, la Cour de cassation a dit, si vous choisissez la voie qui coûte le moins cher, même si c'est peut-être pas la plus normale, ça veut dire c'est pas celle la plus logique à laquelle vous auriez dû recourir, mais on se rend bien compte que celle-là fait que vous payez moins d'impôts à la fin, vous avez le droit si vous respectez toutes les conséquences de vos actes. Eh bien, l'abus, c'est de dire, quand vous avez choisi la voie qui n'était pas la plus normale, et qu'en fait, la seule raison pour laquelle vous y allez, c'est de payer moins d'impôts, il n'y a rien d'autre qui justifie ça, alors le fisc peut dire, oui, c'est vrai, vous respectez la loi fiscale, vous sortez du champ d'application d'une loi qui crée un impôt, ou vous rentrez dans le champ d'application d'une loi qui crée un avantage, mais vous ne le faites pas dans l'objectif qui était celui du législateur. Vous le faites en violant cet objectif. Et ça va me prouver qu'il y a toute une autre série de considérations autres que fiscales qui viennent justifier l'opération. Eh bien, je considère qu'il y a abus. Et pour vous donner un exemple, l'administration, et depuis lors la loi est intervenue, n'aime pas ce qu'on appelle les constitutions de société holding. Donc, je vais essayer d'être très simple. Vous êtes actionnaire d'une société, et cette société, chaque année, elle génère un bénéfice. Ce bénéfice, en tant qu'actionnaire, il est taxé, bien sûr, à l'impôt des sociétés. Une fois qu'il est dans la société, à la fin de l'année, vous pouvez décider de le distribuer. Et c'est ce qu'on appelle un dividende. Si vous le distribuez, cette sortie est taxable. Aujourd'hui, à 30% en principe, avec des règles d'exception. Enfin, je vais prendre le principe. Mais vous ne sortez pas cet argent. Vous le laissez dans la société parce que vous n'en avez pas besoin. Avec votre salaire, ça suffit pour vos besoins. Et puis un jour, votre société, ça fait des années, elle a gonflé. Et au lieu de sortir un bénéfice qui serait taxable, un dividende qui serait taxable à 30%, vous allez voir un conseiller fiscal qui vous dit, mais vous savez, chère madame, cher monsieur, plutôt que de sortir cet argent et payer 30% d'impôts, j'ai une idée super intelligente. Vous allez constituer une autre société, une holding. Vous allez vendre les parts de votre société opérationnelle à la holding, et quand on vend juste prix. Donc, si votre société, grâce à toutes les réserves que vous avez accumulées, vaut au moins tout le montant des réserves, eh bien, vous vendez à ce prix-là. La société qui achète les actions, elle doit vous payer le prix. Et ce prix n'est pas taxable, c'est une plus-value en principe exonérée. Et donc, imaginons que vous avez 1 million de réserves. Si vous l'aviez sorti, il vous restait 700 000 € en poche. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez vendre votre société pour 1 million et la société qui achète va vous payer 1 million. Donc, vous avez gagné 300 000 €. C'est une belle économie d'impôts. Eh bien, ça, c'était enseigné à l'université il y a 40 ans par M. Kirkpatrick, le professeur Kirkpatrick, qui était une éminence du droit fiscal. C'est écrit dans ses syllabus, c'est écrit dans ses ouvrages, c'était quelque chose de parfaitement licite sur base de l'arrêt dont a parlé M. le juge d'instruction. Et aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'aujourd'hui, il y a une loi qui vous dit, quand vous faites cette opération pour juste tirer bénéfice d'un avantage et il n'y a pas d'autre considération, c'est un abus fiscal. Mais imaginez, et ça arrive, que nous soyons 2 dans la société opérationnelle et que mon associé décède. Moi, je dois racheter des parts à ses enfants, je dois payer la contre-valeur. J'ai peut-être pas 500 000 € à titre personnel, moi, pour les payer à ses enfants. Je vais constituer une holding et la banque et la société va emprunter pour pouvoir payer les 500 000 à l'autre. Vous comprenez? Donc là, j'ai une solution pour régler mon problème qui est que mes statuts prévoient que je ne dois pas être associé avec les enfants de mon associé. En plus, ils sont mineurs, ça tombait mal. Et moi, par ailleurs, le droit prévoit que je dois les indemniser de la valeur de la société et je n'ai pas cet argent à titre personnel. Donc, effectivement, voilà, ce sont des choses auxquelles on peut avoir recours. L'abus est fait pour protéger l'État du fait qu'on tire trop sur la ficelle, si vous voulez. Faut vraiment schématiser, vous tirez trop sur la corde. Mais ça, c'est l'abus. Et ce sont des règles claires qui sont, et que l'administration va considérer qu'il y a abus, je peux estimer qu'il n'y en a pas, et si on n'est pas d'accord, nous irons au tribunal. La fraude, c'est pas ça. La fraude, c'est, ah mais tiens, moi, ce salaire qu'elle va me verser, ma société avec laquelle je vais vivre, je vais payer 50% d'impôt dessus à l'impôt des personnes physiques. C'est cher, 50%. Ou je suis en train de divorcer et mon mari veut calculer la pension sur mes revenus. Je n'ai pas envie d'avoir de revenus trop importants, dessein de nuire. Eh bien, je vais trouver quelqu'un qui va me dire, mais tu sais, il y a une société à Luxembourg
cette société à Luxembourg, elle va te facturer des services. Et donc, tu vas recevoir des factures de charges de cette société informatique. Et cette société informatique, elle va t'envoyer les factures, tu vas les payer et en fait, elle va te les rendre, elle va te les restituer. Vous payez 100, elle garde 5, 10, 15, ça dépend de son appétence. Et vous reprenez 85, 90 ou 95 que vous mettez dans votre poche. Donc ça, c'est pas de l'optimisation, ça, c'est de la fraude. Je fais semblant de payer quelque chose alors que c'est une fausse facture, il n'y a aucun service qui m'a été fourni. Mais je me suis arrangée avec cette société pour qu'elle et elle-même aura des sous-traitants qui font que, donc, et ce sont des sociétés qui disparaissent tous les 6 mois, 1 an, etc. Donc, on n'arrive pas à les retracer. On met ça sur des pays différents, comme ça, la justice belge a plus, ou l'administration fiscale belge a plus de mal à s'en rendre compte trop vite. Et puis, les gens créent de nouvelles structures. On connaît ça avec Michel. Et en attendant, les gens ont mis du brut net en poche. Ça, c'est de la fraude fiscale. Et ça, la loi vous dit, article 449, toute personne qui contrevient aux dispositions dans le but d'éluder l'impôt ou à dessein de nuire, est bien susceptible de peines de prison qui vont jusqu'à 5 ans quand la fraude est grave et qui peuvent aller jusqu'à 500 000 euros d'amende multipliée par les additionnels. Et donc, effectivement, là, je peux être poursuivi par monsieur de l'instruction. Lui, il ne poursuit pas, il enquête, il fait l'instruction, mais après, si on estime que je serai devant un tribunal correctionnel et je risque d'être condamné, en ce compris au paiement de l'impôt éludé. Pour vous donner des petits exemples. Ce qu'on appelle la split remuneration dans notre jargon. Voilà. Oui, mais tu peux avoir des vrais splits, hein. Oui. Parfait. C'est vrai que là, on a eu un bon parcours un peu de tous ces concepts. Par rapport à toutes ces législations que vous mentionnez, est-ce qu'elles sont plutôt belges ou européennes? Est-ce que chaque pays a sa propre législation ou bien c'est fortement réglementé au niveau européen? Alors, au niveau de l'infraction, c'est belge, ou c'est français, ou c'est italien, etc. C'est pénal, c'est belge. Voilà. L'infraction pénale, on sait, les principes de droit pénal veulent qu'on ne sait poursuivre que par rapport à une territorialité. Par contre, au niveau européen, et même au niveau international, il y a pléthore de dispositifs parce que justement, et monsieur le juge d'instruction en parlait, on a beaucoup de règles au niveau européen qui visent à lutter pas contre la fraude. Si on a des directives, bien sûr, on a quand même une directive qui impose, par exemple, à tous les États d'incriminer l'infraction de blanchiment, ce qui en Belgique est déjà fait depuis 1990, mais qui n'était peut-être pas le cas dans d'autres États. Le Luxembourg a incriminé le blanchiment de la fraude fiscale uniquement depuis 2017, hein, donc c'est pour vous dire. Et donc, l'Europe a fait en sorte que tous les Européens le fassent. Donc, on nous donne une directive qui nous impose de le faire. Mais pour le surplus, ce qu'il y a surtout au niveau européen, ce sont des directives qui permettent d'éviter l'optimisation fiscale internationale. Parce que le problème au niveau européen, c'est que il y a autant de législation et de règles et de niches et d'avantages et de possibilités de jouer. Et si vous vous mettez à différents pays, alors là, vous pouvez faire fois exponentielle l'avantage fiscal que vous en tirez. Et donc, au niveau européen, on va avoir des directives de lutte contre l'érosion fiscale, et ce sont les directives ATAD, et effectivement, ou des directives qui imposent une certaine communication aux autorités de planification légale, mais considérées comme agressives, qui sont mises en œuvre. Et donc, ça, c'est au niveau européen. Mais la fraude, l'infraction pénale, ça ne peut être que par État. D'accord. Par État, et alors il est important, après que la notion de fraude fiscale ait été définie, c'est évidemment de parler de sa répression. Là, évidemment, c'est un point tout à fait fondamental. Ouais. On l'aborde maintenant, si vous le souhaitez. Oui, c'est ça, en fait, c'était la prochaine question. Vu que la fraude fiscale est un crime, c'est un peu un crime où c'est difficile. C'est un délit, on ne va pas exagérer, oui. Ne relève pas de la cour d'assises, pas encore. Ah, pardon. On aimerait bien, hein. De savoir les victimes de toute cette fraude, en fait. Est-ce que c'est possible de nommer une victime ou est-ce que ce serait plutôt une répercussion générale sur... La victime, c'est l'État, évidemment. Hein. Donc, vous devez quand même, par rapport à la fraude fiscale simple, grave ou organisée, je vous passe les carousels à la TVA, donc la criminalité grave. Vous savez, quand vous faites un trafic de stupes qui rapporte, il faut vous dire que c'est
c'est le business qui rapporte le plus au monde. Hein. Donc, on est à 5 000 milliards de dollars par an d'argent perçu et blanchi. C'est de la fraude fiscale. Hein, donc. Mais parlons de la fraude fiscale. Je vous ai dit des gens, entre guillemets, qui ont un métier tout à fait habituel, qui ont pignon sur rue. On estime tout de même que le montant élude par an, d'après le SPF Finance, et tout le monde s'accorde à le dire, c'est presque 6% du PIB brut de la Belgique. Nous frôlons les 30 milliards. Donc vous imaginez qu'on est à 30 milliards de pertes budgétaires et que cet argent, il est là. Et bon, donc il était important d'organiser à un certain moment la répression. Et cette répression, elle connaîtra des strates. Et Maître Scarna et moi, on va vous la décrire dans un instant. La répression est de double nature. Elle peut être administrative ou elle peut être pénale. Alors, préalablement, la question se pose par rapport à ces entrepreneurs normaux, dirais-je. Qu'est-ce qui fait à un certain moment que c'est le fisc qui s'en occupe ou c'est la justice pénale? Eh bien, là, nous avons largement compliqué les choses récemment. Si je puis dire, je pense d'ailleurs, Sabrina, que nous sommes toi et moi entièrement d'accord pour dire qu'on est quand même gouverné par des gens qui n'ont pas tout à fait le sentiment de la gestion des choses par rapport au terrain pratique, parce que nous dépendons d'une loi, d'une jurisprudence européenne qui a été transformée en loi. La Convention européenne des droits de l'homme et Strasbourg avait donc mis en évidence le fait que c'était la non bis in idem, donc una viam, donc je traduis, on ne peut pas condamner deux fois pour des mêmes faits, à la fois administrativement et pénalement, et donc il fallait una via choisir une voie dans la répression. Alors on a connu une première loi, et puis on vient de connaître récemment, en 2019, une deuxième loi qui va organiser, le système de cette répression dans le choix. Alors, dès qu'il y a fraude fiscale, il y a pénalité pénale. Enfin, il y a forcément une infraction pénale. Alors, qui va garder la main par rapport aux poursuites? En principe, c'est l'administration fiscale, mais il se fait que l'administration fiscale va se faire aujourd'hui diriger vers une obligation de dénonciation de fait, notamment pour la fraude fiscale grasse ou organisée, dans lequel un arrêté royal, où on peut vous lire les strates, hein, très très embêtant de vous lire tout ça, en disant, voilà, là maintenant vous devez évidemment, dans une concertation, le cas échéant, à raison de 2 fois par an avec le parquet général, voir un petit peu quelle sont la distribution des dossiers, et toujours est-il que par rapport à cela, il faut à un certain moment y retrouver ses petits, et donc avant, ça se passait pas si mal. Hein. Donc, quand l'administration fiscale, via l'inspection spéciale des impôts, tombait sur un gros dossier, à partir de ce moment-là, si on estimait qu'elle n'avait pas les moyens d'agir plus loin, qu'il fallait des écoutes téléphoniques, des perquisitions, eh bien, le dossier partait évidemment du côté judiciaire et le juge d'instruction était à ce moment-là désigné. Combien de dossiers ai-je eu en provenance de l'inspection spéciale des impôts? Pas mal, effectivement. Aujourd'hui, ça se passe encore. Mais moi, ce que je crains dans l'avenir par rapport à la désorganisation législative, c'est que on va confier maintenant au pouvoir judiciaire, évidemment, ses pouvoirs habituels, mais en donnant aux juges correctionnels des compétences ahurissantes, d'avoir la mission de gérer l'aspect fiscal dans les dossiers criminels qui lui sont confiés avec des éléments de fraude fiscale, avec la conséquence que le juge correctionnel, qui n'est pas nécessairement fiscaliste, il y en a, mais d'autres non, alors qu'il existe des juges fiscaux, va devoir trancher en matière d'application fiscale, ce qui est non seulement difficile, mais par rapport factuellement au nombre de magistrats dont nous disposons actuellement, je dirais une catastrophe. Une catastrophe programmée, parce qu'on n'a pas encore eu les premières conséquences. Je ne sais pas ce que Maître Scarna en pense, mais nous verrons des batteries d'avocats, dont Maître Scarna fait à juste partie dans les droits de la défense, tirera toutes les ficelles possibles, je le suppose, pour déposer quelques centaines, voire des milliers de pages de conclusions face à un magistrat totalement dépassé, dont ça n'est pas le rôle. Donc on a des répressions organisées, mais je suis quant à moi extrêmement, comment dire, par rapport à la finale de tout cela, un peu attentif
à se dire on va vers une catastrophe. Voilà. Alors, si je peux juste d'abord une chose, parce qu'on on se connaît bien avec Michel depuis longtemps et donc on peut se taquiner, juste pour vous dire que jusqu'à c'est l'image de l'avocat qui est plus fort que le juge et qui commence à faire des milliers de pages, etc. D'abord, moi, j'ai jamais écrit trop de pages parce que je trouve que si c'est très clair, ça s'explique rapidement. Mais surtout, en fait, c'est de nouveau, on n'est pas du même côté, pourtant, on est tout à fait d'accord. On a en fait un législateur qui, en fait, aujourd'hui, on a des lois qui réagissent. Ah, il y a un scandale fiscal, il faut montrer il faut montrer aux gens qu'on fait des choses parce que les gens ne comprennent pas, à juste titre, que finalement, on vient nous dire qu'on a un déficit de 36 milliards avec le Covid, on vient nous dire que avant ça, il n'y avait pas besoin de ça pour dire que, et finalement, on est un des pays dans lesquels la pression fiscale est la plus forte. Le taux d'impôt, il faut pas être riche en Belgique pour payer beaucoup d'impôts au prorata de ce qu'on gagne. Donc, je veux dire, si on voulait vraiment faire des avancées fiscales, mais qu'on crée une véritable quotité immunisée au départ, beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, un petit salaire ou un très bas salaire s'en sort très difficilement à cause de la pression fiscale et sociale. Et si vous êtes une femme et que vous avez l'outrecuidance de divorcer parce que votre mari vous bat, ben vous savez pas faire, vous savez pas y arriver. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans notre système, qui pourtant se veut solidaire. Mais au-delà de ça, donc on crée des lois, on crée des lois, on crée des lois, alors qu'on avait des systèmes qui fonctionnaient, comme le dit monsieur le juge d'instruction, très bien, et qui sont logiques. Je veux dire, comment ça se passe un dossier fiscal? On va avoir un contrôle de l'administration. Alors, soit c'est un contrôle local, hein, que c'est quoi vos frais professionnels? Voilà, là, je viens de recevoir un client, il a déduit autant de frais de restaurant, est-ce que c'est assez, pas assez, avec qui il est allé manger? Ben, ça, c'est votre contrôleur local. Tiens, vous avez fait une plus-value, etc., taxable, pas taxable. Et puis, dans des dossiers où effectivement, par toute une série d'informations que va recevoir l'administration, on considère que c'est de la fraude, on a un super service qui s'occupe de ça, qui est l'inspection spéciale des impôts. Et croyez-moi, ils connaissent très bien, ils peuvent vous expliquer des dossiers de fraude, il faut pas, ils ont le nez fin, donc l'armada de l'avocat, mais il y a aussi d'abord l'armada de l'ISI, qui ont des pouvoirs d'investigation importants qui sont repris dans le code. Et d'habitude, ces gens gardent le dossier. Et donc, pourquoi ils peuvent le garder? Parce que s'ils estiment, je reprends mon exemple tantôt du gars qui avait ses factures de Luxembourg, eh bien, il va non seulement devoir payer l'impôt, et la loi autorise l'administration à infliger des sanctions pénales. On peut aller jusqu'à 200% d'accroissement. Donc, si avec votre tricherie, vous avez évité de payer 50, eh bien, ces 50, vous devrez les rembourser et vous pourriez payer encore 100 de plus. Donc, vous pouvez être condamné à payer 150. Ça va, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin d'aller encombrer un tribunal pour se faire. Mais quand l'ISI a besoin de moyens plus importants parce qu'il y a besoin d'écoute, par exemple, parce que les gens sont, parce qu'on pas le plombier, quoi, ou si l'entreprise fait faire sa véranda, enfin l'emploi, on se comprend. Eh bien, effectivement, on allait faire ça au parquet et au juge d'instruction, et là, le dossier devient judiciaire et les droits changent parce que quand je suis face à l'ISI, je dois répondre. Quand je suis face à monsieur le juge d'instruction, je peux mentir ou je peux me taire ou je peux dire la vérité. Mais ce sont des droits qui sont reconnus. Personne en droit pénal ne doit s'auto-incriminer parce que si demain, la fraude fiscale, il faut s'auto-incriminer, mais qu'on oblige les gens à s'auto-incriminer pour des viols, pour de la pédophilie, quitte à ce qu'on puisse les torturer, parce que je trouve ça quand même très grave d'un point de vue moral. Ça, c'est ma conception à moi de ma moralité. Donc, évidemment, c'est les mêmes droits pour tout le monde au niveau pénal. Et ce système fonctionnait très bien, et c'est vrai que on a une loi du 5 mai 2019 qui est apparue, et qui est apparue pourquoi? Parce que c'est amusant de lire les travaux parlementaires, c'est parce qu'en fait, ils n'aiment pas le fait que ça dépend de l'administration. Il faut savoir qu'il y a des centres d'inspection spéciale qui sont plus durs et plus véhéments que d'autres, et les plus durs sont généralement en région flamande, et celui qui porte le drapeau, c'est Gand. Et oui, c'est Gand, et donc effectivement, ces gens, ils sont fous, hein, ces gens, ils ont estimé qu'en fait, le fait que ce soit l'administration qui ait plus ou moins le pouvoir de dire quand est-ce que ça part au judiciaire ou pas, ça donnait l'impression que dans certains cantons, on était peut-être plus laxiste, ou peut-être moins laxiste que d'autres. En tout cas, c'était trop subjectif.
Et donc, on s'est dit, on va objectiver les cas où on doit renvoyer. On ne va pas vous lire l'arrêté royal, mais il est à mourir de rire parce que ils n'osent tellement pas définir qu'ils font de la tautologie. Vous devez faire des déclarations quand la fraude est grave. Et c'est quoi de la fraude grave? C'est quand elle est sérieuse. Et c'est quoi une faute sérieuse? C'est une faute qui est grave. Je vous jure que c'est écrit comme ça. C'est pas pour rire. Donc, et nous, on est là-dedans. Et donc, aujourd'hui, que fait Lizzie? Ben, il se dit, est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Est-ce que c'est sérieux? En Flandre, c'est sérieuse. C'est tout de suite grave. Chez nous, peut-être pas. J'en sais rien. Et donc, on est dans une situation qui n'a rien changé au niveau de l'amont, là où il voulait travailler. Et puis, par contre, si le dossier est judiciaire, on va se retrouver devant le juge correctionnel. Alors, ce qui va être compliqué, c'est que, imaginons que le juge correctionnel dise, je doute, moi, le doute doit toujours profiter à l'accusé, je n'ai pas la preuve que cette personne a fraudé, mais le fisc dit, oui, mais c'est quand même taxable parce qu'il y a un abus de droit qui a été commis. Il y a un abus, il va invoquer la disposition d'abus dont je vous parlais tantôt. Ah, ben c'est le juge correctionnel qui va devoir s'occuper de ça. Et donc, effectivement, non peut-être pas par des milliers de pages, mais par des pages que j'aurais défendues devant un juge fiscal, je vais aller expliquer que l'abus, c'est ça, c'est ça, c'est ça, que c'est pas ça, que techniquement, j'avais tel besoin, etc. Alors que les tribunaux correctionnels sont déjà débordés, on va aller faire tute le juge pénal de choses dont il n'a strictement rien à faire, alors qu'il a acquitté la personne, mais donc il va devoir m'écouter plaider, tatati, tatata, et je vais arriver avec mon arrêt Halifax de la Cour de justice, et je vais arriver et il va me regarder avec des yeux ronds comme des billes, et clairement, on a fait progresser personne à la fin de la journée. Personne. Tout ça parce que on veut faire semblant qu'on fait écho à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, voilà, de temps en temps, c'est fatigant. Et c'est amusant parce qu'aujourd'hui, dans la pratique, c'est une loi qui est entrée en vigueur en janvier 2020. Mais moi, j'ai des dossiers où l'administration ne veut pas. Donc, j'ai un dossier, on avait déjà mis en état au niveau fiscal. Et puis, la décision de la Chambre du Conseil intervient. Mes clients sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. Donc, je prends ma plus belle plume, j'écris à Lizzie en disant, écoutez, on va arrêter la mise en état judiciaire devant le juge civil puisque moi, maintenant, je suis au pénal et je ne vais peut-être pas conclure au pénal comme je conclue au fiscal. Droit de la défense, à quoi je veux répondre, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne conclue plus. Et Lizzie me dit non. Je dis, mais si. Et Lizzie me dit non. Je dis, mais si. Et donc, voilà. Et donc, on conclut pour dire que je dois conclure et que je ne dois pas conclure. C'est ça, c'est un débat sans fin, quoi. À chaque fois, non, il y aura une fin à ce débat, mais malheureusement, elle ne sera pas dans le bon sens, c'est-à-dire l'efficacité du but qui est partagé par Maître Scarna et moi, c'est qu'à un certain moment, quand il y a fraude fiscale, et surtout grave organisée et grande criminalité, il faut qu'il y ait évidemment un terme à cela, parce que cela crée des dégâts considérables dans la société, et que d'un autre côté, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi en termes d'enquête. Ceci étant, je reprends un petit peu la main en matière de répression elle-même par rapport à nos pouvoirs. À partir du moment où vous avez une fraude fiscale grave ou organisée, vous avez aussi l'autre infraction qui arrive, qui est le blanchiment. Donc ça, c'est l'article 505 du Code pénal, et ça, c'est un article terrible. Il est terrible d'abord parce qu'il n'est pas très bien rédigé, donc il y a toujours des interprétations, et notamment sur le caractère international, des conséquences internationales dans les actes de blanchiment. Or, il n'y a pas de grand blanchiment d'argent sans des éléments d'extranéité. Donc c'est déjà terrible parce que c'est pas tout à fait toujours très clair et très compréhensible, mais en plus, c'est un article qui est extrêmement sévère, parce que le blanchiment d'argent, c'est une infraction qui n'est pas accessoire, mais principale. C'est une infraction qui entraîne dans la tourmente les personnes qui ont trempé les doigts dans le pot de confiture et qui l'entourent, donc c'est-à-dire les conseillers fiscaux, les avocats, les experts comptables, donc la corréité de ceux qui ont participé au blanchiment. Et quand vous avez affaire à une fraude fiscale grave organisée, vous avez aussi la confiscation, qui est une des particularités du droit pénal financier. Vous avez la confiscation des biens, et par équivalent, s'il vous plaît, donc pas nécessairement le produit de l'infraction. Donc vous vous imaginez que ce n'est pas pour rire. Et ça, c'est important. Dans la répression de la fraude fiscale, c'est évidemment, dans mon métier, une chose tout à fait fondamentale, donc c'est-à-dire de bien veiller aux intérêts de l'État et de procéder à toutes les saisies possibles et imaginables dans le cas des grandes fraudes dont je suis en charge.
les moyens dont nous disposons sur le plan policier, à partir du moment où l'infraction de blanchiment est retenue dans ma saisine, donc c'est-à-dire dans ce qui m'est confié, vous devez savoir que je dispose de moyens extraordinaires. Je parlais tout à l'heure d'écoute téléphonique, les perquisitions, le cas échéant les mandats d'arrêt, les infiltrations. Je peux placer des micros chez les gens, dans les voitures, placer des GPS dans les pare-chocs des voitures, et croyez-moi bien que je ne me prive pas de le faire avec des résultats. Et est-ce que, je pense Ils notamment vont par rapport tous un vouloir peu... être juges d'instruction après. Pardon, excusez-moi, mais pardon, tu vends du rêve. Ça dit, Sabrina? Ils vont tous vouloir être juges d'instruction. Après ça, tu vends du rêve. Ah oui, d'accord. par rapport à toute la poursuite, justement, je pense un peu à l'aspect transfrontalier. Comment ça se passe quand, par exemple, des grandes fortunes ou des grandes entreprises sont établies à l'étranger? Est-ce qu'il y a une bonne communication, je dirais, entre les pays, justement, pour pouvoir mettre en place toutes ces mesures? Il y a la délocalisation qui est autorisée et il y a la communication des informations. Ça, je pense que ça relève des informations que Sabrina doit pouvoir peaufiner. Alors effectivement, au niveau échange d'informations, autant vous dire que pendant des décennies, ça a été le désert. Hein. Je veux dire, c'est d'ailleurs pour ça que la fraude fiscale que je considère, est-ce qu'elle est simple ou elle est grave? Je ne me positionnerai pas, mais facile, c'est-à-dire avoir mis son pognon à l'étranger et ne pas payer de droits de succession à chaque génération, puisque l'argent était à l'étranger et pas connu. Ça n'est plus possible. Et c'est une bonne chose, hein, parce que je veux dire, dans l'absolu, euh, comment est-ce qu'on a pu vivre pendant autant de temps avec, il suffisait de prendre sa voiture et de descendre à Luxembourg, se faire un petit plein à l'époque où c'était tellement moins cher là-bas et aller encaisser ses coupons et mettre son argent. Enfin, ça n'a aucun sens. Je veux dire, comment ça a été possible autant d'années? C'était possible parce qu'il y avait le secret bancaire là-bas qui est élevé au titre de secret professionnel et aucune assistance entre les États. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a surtout eu, faut toujours bien se rendre compte que ce genre d'impulse vient à la fin de la journée des États-Unis. Il y a eu la crise de 2008, dans laquelle les banques étaient fortement impliquées et les États-Unis ont pu, suite à ça, forcer les États du monde à renvoyer toutes les infos concernant les résidents américains aux États-Unis. Donc, toutes les banques ont dû se plier, en ce compris les banques suisses. Et une fois que les banques suisses ont mis le genou à terre vis-à-vis des États-Unis, elles n'étaient plus en mesure de le refuser pour les autres. D'ailleurs, dans toutes les conventions préventives, si vous offrez une aide à quelqu'un, vous êtes obligé de l'offrir aussi. Donc, c'était fini. Et à partir de ce moment-là, on a créé en Europe, et à ce niveau-là, on est à 10 ans après la première, il y a 8 directives qui concernent l'échange automatique d'informations, automatique. Et aujourd'hui, la Belgique reçoit de plus de 100 pays toutes les informations sur tous les revenus, tous les comptes, tous les contrats, tous les investissements qu'ont les personnes à l'étranger. Et la Belgique, pour une fois, on peut encore tout à fait se mettre la rose, la Belgique est l'un des pays qui traite le plus l'information et qui la gère, et c'est effectivement très bien. Donc, nous recevons ce qu'on appelle le CRS, qui est le Common Reporting Standard. C'est un document que le Luxembourg, la France, l'Espagne, Singapour, les Seychelles envoient à la Belgique. Si moi, Sabrina Scarna, j'ai un compte aux Seychelles, si moi, Sabrina Scarna, je suis le bénéficiaire effectif d'une société qui est aux Seychelles, qui a un compte en Suisse, eh bien, la banque suisse va communiquer l'info au fisc belge et le fisc belge sait que je suis bénéficiaire d'une construction juridique. Il va vérifier si j'ai déclaré et si j'ai bien déclaré mes revenus. Et nous assistons depuis maintenant. C'est entré en vigueur en 17. Depuis lors, moi, j'assiste à énormément de demandes de renseignements parce que le fisc traite tout à fait et c'est très bien géré par l'administration qui elle-même s'est bien d'autoréguler. Si ce sont des dossiers plus complexes, des montants plus importants ou des structures, on va plutôt être à l'ISI. Et si c'est des dossiers plus classiques avec quelqu'un qui a un compte à l'étranger, les montants ne correspondent pas tip-top, c'est le contrôleur local. Mais donc, il y a des échanges là-dessus. Il y a des échanges sur les rulings d'une société parce que, imaginons une société belge qui aurait une filiale à l'étranger, eh bien, qui obtiendrait un ruling fiscal avantageux, l'administration fiscale belge va être informée. Donc, il y a un échange très, très important au niveau fiscal, mais ça n'existait pas avant. Donc, il ne faut pas se leurrer, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a été fait en réaction à tous les scandales. Chaque scandale donne une directive administrative, mais je vous dis, on est à la 8e, les professionnels que nous sommes devons aller expliquer au fisc belge
et chacun dans son État, quand on a su trouver une solution à une problématique qui crée un avantage fiscal sur des États, sur différents États. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très bien. Aujourd'hui, ça, il faut reconnaître. Et c'est dommage d'ailleurs qu'on ne le dise pas assez parce qu'on a l'impression, on dit toujours qu'on ne fait rien, mais quand même, il y a des choses qui se font et qui se font bien d'ailleurs. Alors, sur le plan international, là, j'ai quand même plusieurs choses à dire. Je commence par le négatif ou le positif? Alors, je commence par le positif plutôt. Ah. Il existe sur le plan de judiciaire des institutions qui nous permettent de travailler efficacement. Et maintenant, je ne peux pas parler uniquement de fraude fiscale, je dois aussi parler de blanchiment, comme j'ai abordé déjà le sujet. L'un ne va pas avec l'autre, à partir du moment où vous trouvez face soit aux grandes criminalités, dont je vous ai parlé, les carousels à la TVA, soit dans les fraudes graves et organisées, et notamment un système qui court et qui fonctionne très très bien actuellement, c'est la fabrication de fausses factures en vue de rouler la TVA et les impôts directs. Alors, nous disposons d'outils internationaux qui nous permettent de travailler, et vous en avez un sur le plan administratif qu'on ne cite jamais, et c'est Eurofisc. Alors, Eurofisc est une institution qui est donc basée à La Haye et qui, tout simplement, est chargée de procéder aux études des modus operandi des grandes fraudes européennes et de faire des communications et des formations dans les différents pays pour lutter contre cela, et notamment dans le cas du carrousel à la TVA. Je dois vous dire qu'en Belgique, nous avons un pays exceptionnel dans la mesure où, en 2002, nous subissions un impact de plus ou moins 2 milliards par an de fraude à la TVA de type carrousel, que l'inspection spéciale des impôts a créé avec l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière, qui est un office central de la police fédérale, un data mining de vérification des dépôts de déclaration TVA des 600 000 personnes morales qui est devenu mensuel. Or, le premier déclic d'un carrousel à la TVA, c'est le non-dépôt d'une déclaration. Et grâce à ce système de contrôle, ce proactif, nous avons réussi à diminuer le carrousel à la TVA en Belgique. On est passé de 2 milliards à 40 millions. Donc c'est exceptionnel. Il se fait tout simplement qu'un ministre de l'Intérieur, qui n'a pas inventé l'eau chaude ni le moyen de la refroidir, avait décidé un jour de supprimer purement et simplement l'OCDFO. On est tous montés au combat, on est à la Chambre des représentants, on l'a sauvé, le système est à nouveau mis en place, heureusement. Donc, pour vous dire que des systèmes comme cela, internationaux, ça fonctionne, vous avez Europol. Europol, c'est la collaboration entre les polices, et Eurojust, la collaboration entre les autorités judiciaires. Nous avons des réunions dans les grandes fraudes. C'est toutes les criminalités, mais nous avons aussi dans ces institutions des sections consacrées à la criminalité financière, bien sûr. Et nous avons donc des réunions dans le cadre de nos dossiers lorsqu'il y a des impacts, notamment en matière de blanchiment. Quand un carrousel se fait en Allemagne et le blanchiment en Belgique, ben, nous avons des réunions à La Haye, notamment pour lutter contre cela. Et nous avons des outils exceptionnels qui nous permettent de travailler très rapidement, notamment ce qu'on appelle les Joint Investigation Teams. Donc, ce sont des contrats que nous signons, des contrats judiciaires. Lorsque je signe un contrat, et j'ai plein pouvoir pour le faire moi-même, avec la France, avec la Finlande, c'est absolument incroyable, hein, que le monde européen entier, et parfois même avec d'autres pays non européens, donc l'Ukraine, eh bien, figurez-vous que nous pouvons travailler sur le plan international sans passer par les commissions rogatoires ou les demandes d'entraide, et je peux demander une perquisition dans les 2 heures à Varsovie, et je l'obtiens, et elle est exécutée. Donc, il y a des éléments positifs dans la lutte contre ce type de phénomène. Alors, sur le plan international, on a aussi créé récemment le procureur européen, dont la fonction est de lutter contre les fraudes d'impact qui impactent l'économie européenne, et donc ce procureur européen a des pouvoirs exceptionnels. Alors, notre problème, eh ben, il est dans le cadre de l'enquête et ensuite quand le produit est terminé, quand le dossier est terminé. Dans le cadre de l'enquête, ben, ça ne se passe pas toujours facilement, parce que nous sommes encore tributaires de temps en temps de la bonne volonté des demandes d'entraide. Alors, j'étais en charge de 2 dossiers, je ne citerai pas les noms, mais ils seront très facilement identifiables peut-être, mais le premier dossier, on avait donc découvert qu'une banque avait pratiqué l'évasion fiscale de type frauduleux pour permettre à une société fiduciaire luxembourgeoise d'organiser le blanchiment définitif via la société Mossack Fonseca du Panama.
Donc, en conséquence, il a fallu quand même des années avant qu'on décide de mettre l'affaire à l'instruction. Le dossier m'est confié, et puis à partir de ce moment-là, je fais des demandes au Luxembourg pour que cette fiduciaire, je ne la citerai pas, puisse en réalité me rendre des comptes par rapport à des éléments qui avaient déjà été dénoncés dans la presse, dans ce qu'on appelait les fameux leaks. Et le Luxembourg m'a envoyé sur les roses en disant « Bah, vous faites du phishing ». Non, il y a une convention internationale en matière de blanchiment, j'ai des éléments suffisants, mais le Luxembourg m'a envoyé sur les roses, le Panama en a fait tout autant, et donc c'est une enquête internationale qui se termine par 0, et ça, c'est évidemment problématique. Ensuite, une autre enquête, quand vous avez des documents, par exemple, qui sont remis par des tierces personnes qui ont été détournés des banques, c'était le cas dans l'affaire KBC, et c'était le cas dans le cadre d'une banque suisse. Donc, un employé avait détourné des documents. Et donc, ces documents sont extraordinaires, c'est la fraude fiscale à l'état pur. Bon. À partir de ce moment-là, la justice s'en empare via les collaborations entre les administrations et on ouvre un immense dossier. Alors, est-ce que c'est légal? La réponse est oui, à partir du moment où les autorités judiciaires et policières ne sont pas à la base de la provocation pour le détournement des fameux documents. On appelle ça chez nous la loi Antigone. Deuxièmement, dans le cadre de l'enquête, et j'avais été mis en charge de cette enquête, nous avons mis en évidence effectivement que, avec beaucoup plus de renseignements que dans le premier dossier que je vous ai cité, nous avions donc de la fraude fiscale grave et organisée, où vous aviez des représentants des banques qui venaient tout simplement chercher l'argent sale dans des mallettes, et oui, ça se travaillait dans des mallettes, pour les porter, et ce sont des milliards, je vous le dis bien, des milliards qui sont partis vers cette banque suisse. Et nous avons pu identifier un certain nombre de personnes, mais finalement, la goutte d'eau par rapport je dirais, au montant global de la fraude, et en envoyant la commission rogatoire en Suisse, vous pensez bien que mettant en cause la responsabilité pénale de la banque, j'ai tout simplement été renvoyé chez moi en disant en Suisse, malgré que la Suisse ait signé la convention anti-blanchiment, il n'était évidemment pas question de me donner ces renseignements. C'est une violation pure et simple des règles internationales de collaboration. Ceci étant, le dossier s'est terminé. Parce qu'avec les éléments que nous avions et vu la position de la banque et les inculpations qui avaient été dirigées contre la société suisse et la société anglaise de base, eh bien, une transaction pénale a été signée. Et quand le parquet qui négocie les transactions pénales, c'est une manière de terminer une enquête financière, il y ait cette convention qui mette fin au procès pénal. On verse un montant qui correspond au produit de l'infraction, aux amendes et le cas échéant aux indemnisations de la partie civile qui en l'espèce sont évidemment l'État belge. Eh bien, on m'avait téléphoné, ça a été dans la presse, ça a été largement tartiné, en disant, voilà, l'État belge récupère 300 millions d'euros, hein, oui, c'est très bien. Et quand on m'avait téléphoné pour me dire, excellente nouvelle, nous avons donc négocié 300 millions d'euros, ma seule réponse fut, à l'époque, ça reste entre nous, il manque un zéro. Et pourtant, je n'avais pas bénéficié de tous les moyens d'enquête dont j'aurais pu par rapport à une commission rogatoire qui aurait été exécutée en Suisse. Donc, vous voyez que c'est difficile. Et enfin, ça, c'est l'enquête. Vous avez le problème quand le produit est terminé, et ce sera le problème du parquet européen, quand avec des moyens extraordinaires, le dossier sera fini, ou quand moi, je terminerai les gros dossiers. À défaut de transactions pénales actuellement, nous nous heurtons, et on l'a déjà abordé tout à l'heure, et Maître Scarna est d'accord avec moi, à cette épouvantable chose qu'est l'arriéré judiciaire, le manque de moyens, la volonté actuelle de l'exécutif de ne pas pourvoir à ses moyens. Au tribunal de première instance de Bruxelles, nous sommes 23 magistrats, trop peu. Ouais. C'est immense. Nous sommes 120 magistrats, il y en a 23 trop peu, parce que l'exécutif ne publie pas les places. Alors que nous avons une réserve de personnes qui ont notamment réussi l'examen de la magistrature. C'est un véritable scandale. Et à partir de ce moment-là, eh bien, nous devons subir tout simplement la constatation de ce que nous vivons, une situation totalement intolérable. Je termine la préface d'un ouvrage qui est écrit par un journaliste de l'Écho sur l'affaire Fortis. Et je pense qu'il est important de relire les étapes de l'affaire Fortis pour constater en réalité que ce grand scandale politico-juridico-financier qui a marqué à l'époque ne fait pas partie de l'histoire, mais il fait partie de l'actualité. Et à ce niveau-là, je voudrais juste embrayer parce que c'est les juges tout à fait raison, mais à la Cour d'appel de Bruxelles, nous sommes en attente de fixation pour l'instant dans des dossiers qui sont prêts. 2026. Moi, je suis en chambre fiscale, je suis en 2030.
2030 et je n'ai toujours pas d'audience. Donc, je ne sais pas si on se rend compte. Moi, c'est un dossier dont je vais aller plaider ce dossier en 2030. Les faits se sont passés quand j'étais pas encore à l'université. Hein. Donc, c'est juste hallucinant parce que c'est toute une voilà, celui-là est plus compliqué, mais ici j'ai des dossiers où effectivement l'administration, on n'est pas d'accord, l'administration requalifie mon client qui est propriétaire immobilier et qui dit que c'est une activité professionnelle. Je pense qu'elle se trompe. Enfin, peu importe, on en débat. Il faut bien se rendre compte qu'un contrôle fiscal, il commence 3 ans plus tard. Donc, on parle de l'année 2014. On va commencer ça en 16. Et puis, il va y avoir les nanas. Je vais faire la réclamation parce qu'on est obligé de faire une réclamation en matière d'impôt direct. Et puis, je vais avoir la décision. Quand la décision est négative, je vais aller au tribunal de première instance. Là, on va avoir une mise en état d'1 an, 2 ans généralement. Je vais avoir un jugement. Donc, je vais avoir un jugement en 2021 de faits qui remontent à 2014. Et personne n'a traîné en route. Hein. C'est comme ça. Et quand on aura une décision, qu'elle soit positive ou négative, si l'un d'entre nous veut aller en appel parce qu'on n'est pas d'accord avec le juge, c'est pas avant 10 ans. Mais en attendant, chaque année, la même question se repose parce que c'est l'annualité de l'impôt. Donc, soit il est professionnel, soit il n'est pas. Donc, chaque année, on a des requalifications, ça n'arrête pas. Et en attendant, on aura une décision qui intervient beaucoup trop tard. Donc, le manque de moyens de la justice et au niveau fiscal, je trouve que le fait que l'État finit par avoir avantage à ce qu'il n'y ait pas d'audience, puisque quelque part, le client a finalement pas intérêt à contester, parce que la contestation, si elle est réglée dans 15 ou 20 ans, ben, elle n'a pas réglé le problème actuel. Donc, c'est aussi, on peut voir ça aussi sous l'angle du citoyen qui est aussi privé de ses droits élémentaires. D'accord. Je repasse un peu à la Belgique et sauf si mes informations sont dépassées, j'étais assez étonnée de découvrir que la Belgique était apparemment un paradis fiscal pour certains types d'entreprises et j'avais lu également que ça avait à voir avec le secret bancaire belge. Je ne sais pas si vous pouvez un peu... Non, pas le secret bancaire. Oui, ça n'existe pas chez nous, le secret bancaire. C'est une taquinade, mais ça relève de la compétence de Maître Scarna. Donc, Le secret bancaire n'existe pas en Belgique. Donc, contrairement au Luxembourg ou à la Suisse, où le secret bancaire est punissable pénalement, moi, je suis avocat. Si vous venez me voir en consultation et puis que je vais raconter ce que vous m'avez dit, je suis susceptible de poursuite pénale, mais pas les banques. En fait, le secret bancaire en Belgique, c'est quelque chose de très ténu et c'est juste l'administration des impôts directs, et même pas si vous réclamez, ne peut pas avoir accès comme ça automatiquement à vos extraits bancaires parce qu'on veut protéger quand même le droit à votre vie privée, qui est un principe fondamental aussi. Et donc, en réalité, en matière d'impôts directs, si on veut avoir accès aux extraits bancaires, l'administration doit respecter des conditions qui sont qu'elle doit avoir des indices de fraude, des indices du non-respect des transpositions d'Axis. Éventuellement, elle a des suspicions d'une taxation indiciaire, mais il n'y a pas vraiment de secret bancaire. Et on sait par contre qu'on a un point contact central dans lequel il y a toute l'info. Tous vos comptes sont dedans, tous vos contrats sont dedans, qui a procuration, qui n'a pas procuration, quand est-ce que ça a été ouvert, quand est-ce que ça a été fermé, quels sont les soldes. Donc ça, c'est une loi toute récente, le gouvernement de Croo l'avait annoncé, les soldes sont là. Donc une fois que le fisc il a accès à ça, il a accès à tout. Donc il n'y a pas de secret bancaire. On n'est pas un paradis fiscal par rapport au fait qu'on ne communiquerait pas des infos. Et ça a été peut-être le cas dans le temps par rapport à la directive épargne, mais tout ça, c'est obsolète et c'est du passé. Après, on est un paradis fiscal. Oui, oui, mais vous savez, c'est ça qui me fait rire. C'est qu'on est tous le paradis fiscal de quelqu'un. La Belgique, ben, vous êtes une société pharmaceutique, vous allez venir en Belgique parce que notre régime fiscal pour la taxation des revenus de brevets, elle défie toute concurrence et vous allez avoir en fait une taxation avec une exonération de 80% de vos revenus. Ben, quand vous avez une exonération de 80% de votre base, ben, tout de suite, 25% de 20%, ça fait plus grand-chose à la fin de la journée. Donc, nous, parce qu'on a du lobbying, on va faire ça. Les contrats d'assurance, le lobbying des compagnies d'assurance, il est très fort en Belgique. Vous avez une taxe à l'entrée de 2% sur les primes et puis il n'y a plus rien qui est taxé. Ben oui, ben alors c'est intéressant pour un contribuable. Donc, chez nous, on sait faire de la planification à 3%. Si vous voulez donner de votre vivant, vous payez 3%. En France, croyez-moi, ça ne coûte pas 3%. Ben, le Français, il va venir chez nous s'installer. S'il est un peu malin, il fera sa plus-value une fois qu'il est chez nous. Et puis, après, il fera sa donation. Et la
la France va prendre des mesures d'exit tax pour empêcher que le Français vienne en Belgique faire sa plus-value. Et en fait, on est tous le paradis de quelqu'un, tous le Portugal. Moi, j'ai des clients qui partent au Portugal. Au Portugal, on ne te taxe pas, tu peux aller vivre là-bas tranquillement. Tout ce qu'il faut, c'est que tes avoirs restent à l'étranger. En plus, qui aurait mis ses avoirs au Portugal? Donc, c'est parfait, c'est magnifique, il fait beau, tu es au bord de la mer, enfin voilà, c'est l'océan. Et donc, on est tous le paradis fiscal de quelqu'un, il faut arrêter de se leurrer. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, j'avoue, me fatigue un peu parce qu'en fait, on crie toujours à la Vierge effarouchée quand des gens trouvent des solutions, mais en même temps, tout le monde essaye de les proposer. Mais prenez la Belgique. Les régions se font de la concurrence fiscale. Les régions, c'est plus malin de mourir en Flandre. Dans le temps, il fallait mourir en Flandre. Hein, c'était vachement plus malin parce que ça coûtait moins cher, parce que la Flandre. Et donc, allez, on n'arrête pas de créer des règles toutes différentes qui essayent parce qu'on va vouloir attirer tel investissement, tel type de personnes, etc. Et puis, on se plaint quand d'autres trouvent la solution à l'étranger par rapport à nous. On se plaint que les compagnies vont s'installer à Luxembourg quand on est une société belge, mais en attendant, nous, on a attiré une autre société française chez nous. Donc, si on ne veut pas d'harmonisation et qu'on crée des niches et qu'on crée de la concurrence, ben, il y aura des niches et il y aura de la concurrence. C'est assez simple. D'accord. Monsieur Claes, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ça Entièrement d'accord. Ah oui, Simplement, que voulez-vous, nous avons toujours une pensée émue pour ces Français qui s'installent du côté de la l'avenue Molière à Uccle et qu'on appelle les SDF, des sans difficultés financières, ceux qui veulent tout simplement échapper à l'impôt sur la fortune en France. Il existe même des sociétés spécialisées dans l'accueil de ces Français, pour la scolarité des enfants, etc. C'est très amusant. Donc, je suis entièrement d'accord avec Maître Scott. Mais oui, mais nous le savons très bien, donc c'est amusant, c'est presque hypocrite. Donc on sait qu'on a attiré des centaines de Français. D'ailleurs, si vous prenez la commune d'Ixelles, eh bien, jusqu'il n'y a pas longtemps, la première nationalité après la Belge, c'était avant les années 90, c'était les Italiens. Eh bien, ce ne sont plus les Italiens, ce sont les Français. Ce sont les Français et on a tous accueilli ces Français à bras ouverts qui considèrent que le mètre carré à Bruxelles est ridiculement faible quand tu vous compares au mètre carré à Paris et qui s'installent chez nous, qui vont aller trouver les banques belges qui sont ravis de les accueillir à bras ouverts et ces gens tombent de leur chaise quand on leur explique qu'ils ne sont pas taxés sur le loyer. Quand ils ont des immeubles, ils ne sont pas taxés sur les loyers, contrairement en France. Quand ils font des plus-values, ce n'est pas taxable. Et ils peuvent donner à leurs enfants en payant. Ils peuvent même donner à leurs enfants sans rien payer. Et ils nous regardent en l'air de dire, mais on va aller en prison. Non, monsieur, c'est parfaitement légal. On le sait. On sait qu'on les accueille. C'est nos régimes. Bien voilà. d'accord. Une autre question par En rapport... même temps, ils ont des chouettes revues aussi. Hein. Il y a même des revues. Il y a même des revues spécialisées dans l'accueil des Français. Spécialisé pour l'accueil des Français, c'est extraordinaire. C'est très drôle. Qui est très chouette, qui s'appelle JV, Juliette et Victor. Oui, Mais si vous faites les lettres, ça fait j'y vais, je passe le pas, je vais m'installer à Bruxelles. Par rapport aux actions des organisations non gouvernementales, est-ce qu'elles sont déterminantes pour la lutte contre la fraude ou les paradis fiscaux de façon générale? Elles sont en tout cas actives. Les organisations, ben, écoutez, il y a l'Union européenne qui est plutôt gouvernementale, qui développe tout de même qui prend pas mal de résolutions qui vont se terminer par des directives. Vous avez dans les non gouvernementales, vous avez aussi l'OCDE qui joue un rôle fondamental évidemment, qui organise aussi des informations transfrontalières sur les modus operandi. Vous avez en matière de lutte contre le blanchiment, et ça y tient, hein, parce que n'oubliez pas que blanchiment et fraude fiscale grave organisée internationalement, ce sont deux choses qui se tiennent. Hein. Vous avez le groupe d'action financière qui est chargé notamment des évaluations des pays adhérents. La Belgique a été évaluée, le bulletin n'est pas mauvais. Il est très mauvais. Nous sommes à la traîne dans la lutte contre le blanchiment, dans lequel vous avez évidemment la fraude fiscale qui est un des éléments. Donc vous avez effectivement des actions, des recommandations, et la Belgique suit mal. Je fais une petite aparté, par exemple, par rapport à la corruption. Nous venons récemment de recevoir le rapport du groupe de répression de la corruption du Conseil de l'Europe, nous instaurant 22 recommandations de lutte contre la corruption.
Et nous avons jusque juin 2021 pour nous mettre en accord avec ces recommandations. On n'a pas commencé à lever le petit doigt pour nous mettre en ordre par rapport à ces recommandations. Nous sommes vraiment en cela un pays difficile, plus attaché à nos luttes communautaires que véritablement la lutte contre les choses importantes, telles que la lutte contre la criminalité financière en général. Donc il y a des incidences. Vous avez Transparency International qui est particulièrement la lutte contre la corruption, le groupe Egmont aussi, corruption, etc. Donc dans ces organisations non gouvernementales, moi je verrais plutôt le GAFI comme étant, je dirais, l'élément essentiel et nous sommes à la traîne. D'accord. Je vais passer sur une dernière question avant de passer aux questions-réponses. Donc, je vais ouvrir le chat pour que vous puissiez déjà envoyer les questions. Et alors, j'ai constaté, on va dire, tantôt dans la discussion, que vous aviez discuté des potentiels contentieux entre juges et avocats, que sur le fond, vous étiez d'accord, mais j'imagine que sur le raisonnement ou quoi, il y a des différences. Est-ce que vous pourriez un peu... Je vais être très clair, ça dépend des avocats. Ok. Maître Scarna, ça dépend des juges. Non, mais en fait, non, parce qu'en réalité, je trouve que chacun doit faire son métier et doit le faire honnêtement. Et donc, un avocat défend, mais un avocat n'est pas là pour raconter n'importe quoi. Donc, quand vous défendez un client qui a fraudé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas aller dire au juge et plaider, jamais de la vie, c'est pas vrai, c'est faux. Je veux dire, votre client, il peut mentir au juge, peut-être pas vous. Et donc, notre métier à nous, en tant qu'avocat, c'est de veiller à ce que les droits de mon client soient respectés. C'est de veiller à ce que la preuve par le parquet, parce que c'est lui qui a la charge de la preuve que mon client a commis une infraction, soit rapportée. C'est de veiller, même si on a l'érosion des choses que dans la façon dont la preuve est apportée, que ça a été fait dans le respect des droits de mon client. Et c'est de me battre en estimant, si j'estime vraiment que la preuve n'est pas rapportée, parce qu'il n'y a pas de fraude, parce que c'est pas une fraude, c'est un abus ou que sais-je, de défendre. J'ai l'immunité de ma plaidoirie, évidemment. Et c'est pareil pour le juge. Le juge, surtout un juge d'instruction, il n'est pas là pour, c'est pas lui qui décide de poursuivre, c'est le parquet qui décide des poursuites et le juge, on lui demande d'investiguer, d'enquêter. Et le juge, il doit chercher la vérité, il ne doit pas chercher à poursuivre quelqu'un, il doit se dire, est-ce que cette personne, est-ce que j'ai des éléments pour dire oui, j'ai une infraction, etc. Et donc, oui, effectivement, donc si le juge, parce que ça arrive, le juge, il va d'abord prendre la personne comme suspect, il va peut-être même l'arrêter, etc. Et au fur et à mesure du dossier, avec les pièces, eh bien, il va faire un rapport à la fin en disant, je n'ai pas inculpé telle personne parce que ceci, parce que cela. Et après, on a des dissensions, c'est évident. J'interviens dans un dossier qui est au stade de la chambre du conseil. Je vous promets que je ne comprends pas pourquoi ma cliente est poursuivie dans l'opération. Pour moi, c'est incompréhensible. Non, c'est pas chez toi. Pour moi, c'est incompréhensible que ma cliente puisse être reprise dans une infraction de blanchiment à considérer qu'il y en ait une. En tout cas, nous, c'est pas possible qu'on soit dedans. Et donc, mais c'est pas grave. Le parquet estime que oui, j'estime que non. Et nous avons la chance d'être dans un pays où on a un juge indépendant, impartial, qui est le juge du fond, le juge du siège, qui va estimer si oui ou non j'ai raison, j'ai tort. Donc, pour moi, il y a pas de difficulté. Après, quand on fait plutôt de l'expression sur du droit, moi, j'ai plutôt l'impression, quand je parle avec des magistrats, que ce soit avec M. Claes, mais que ce soit avec des magistrats même à la Cour de cassation, notre analyse de la loi du 5 mai 2019, moi, je n'ai pas encore rencontré un magistrat qui pensait l'inverse de ce qu'on vient de dire. Hein. On est tous d'accord sur le fait que c'est quelque chose qui ne va pas. Et donc, ça, nous sommes le monde de la justice en réalité. Moi, j'aime mon métier parce que j'ai prêté serment, je suis un auxiliaire de justice. À ce titre, j'ai de plus grandes obligations, j'ai des privilèges, l'immunité de plaidoirie, etc., etc. Mais je ne suis pas là pour tricher, pour aider quelqu'un à tricher. Si mon client me remettait un document qui est un faux et que je sais que c'est un faux, moi, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Donc, c'est ça. Et après, je ne dis pas que tout le monde ne fait. D'abord, on peut se tromper, on peut se faire tromper, on peut se tromper, mais je pense qu'on essaye tous de faire notre travail, que ce soit les magistrats, que ce soit le parquet, que ce soit le juge du fond, que ce soit nous, avec probité. C'est ce qu'on essaye tous de faire.
et il faut s'y tenir parce que la réputation se construit difficilement, mais elle se perd en un instant. Donc, quand vous allez plaider devant des juges, si vous avez l'habitude de raconter des carabistouilles, ben, quand le juge, il voit arriver votre tête et qu'il dit oh, c'est encore l'autre qui raconte n'importe quoi et qui ferait bien d'être accusé avec ses clients, vous n'avez pas grand poids vis-à-vis d'un tribunal. Donc, nous, notre travail en tant qu'avocat, c'est de défendre des choses qui nous semblent justes, des positions qui nous semblent justes, ou se contenter d'être au balcon et de dire rapportez la preuve que vous ne rapportez pas. Voilà, ça c'est aussi notre travail. Vous n'avez pas le droit de demander ça à mon client parce que le droit ne vous y autorise pas. Ça c'est mon travail, mais sur le surplus, quand on essaye de faire notre travail plutôt de doctrine, si je me permets la chose, on se rejoint très souvent sur nos analyses. L'article 505 du Code pénal, le blanchiment, mais il est extrêmement mal écrit. Mais on essaye de le réécrire depuis des années et tout le monde est d'accord là-dessus, que ce soit Monsieur Van der Merch, qui est professeur de droit pénal, qui est avocat général à la Cour de cassation. Il vous dira le premier, c'est hyper mal torché et c'est normal que tout le monde qu'on s'y perde puisque c'est hyper mal torché. En attendant, Monsieur le juge d'instruction vous l'a dit, c'est une sanction de dingue si on est condamné pour blanchiment parce que c'est une confiscation obligatoire. Donc le juge n'a pas de pouvoir d'appréciation. Mais moi, quand j'ai des clients qui sont ici et qui me disent qu'ils veulent rapatrier de l'argent, qu'ils ont régularisé, et puis on vous dira oui, mais c'est pas comme ça qu'il fallait le faire, et c'est pas juste parce que les autres ont payé plus cher après, etc., etc. Le risque pour cette personne est très lourd. Et c'est horrible de ne pas savoir si c'est un vrai risque ou pas un vrai risque. Donc, voilà, vous voyez, quand on parle du fond du droit, on se rejoint très souvent parce que la difficulté, elle est pour nous, mais la difficulté, elle est aussi pour le magistrat qui doit poursuivre ou le magistrat qui doit condamner. Il doit aussi comprendre le même article et voir ce qu'il faut en faire. Mais d'un autre côté, on n'est pas non plus dans Disneyland. Hein. Vous devez bien vous dire que dans les grands dossiers financiers qui impliquent ces fameux gros criminels dont je vous ai parlé, et je vous parle dès lors de les grands trafiquants, vous savez, j'étais saisi d'une affaire de blanchiment d'argent, au départ d'un trafic de drogue qui se faisait en France. Nous franchissons en un an un profit de 400 millions d'euros. Argent détourné vers Dubaï par un blanchiment habilement mené par une famille belge. Vous pensez bien qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de cadeau. Et de temps en temps, quand vous avez la normalité des rapports avec le barreau, vous avez aussi de temps en temps quelques spécialistes des contre-stratégies criminelles. Moi, j'ai fait l'objet d'une douzaine ou une treizaine de procédures de récusation pour des motifs, on se demande d'où ça sortait. On m'a même reproché des faits quand j'étais âgé de 8 ans, donc c'est pour vous dire que les avocats sont prêts à tout. De temps en temps, je dis les avocats, certains avocats, comme de la même manière, vous avez aussi qui mènent des campagnes à travers la presse en diffusant de fausses informations, ce que nous avons découvert sur écoute téléphonique. Et donc, si vous voulez, il y a de cela un peu de tout. Quand il y a beaucoup d'argent en jeu et que cet argent est sale, et je ne vous parle pas des entrepreneurs traditionnels que Maître Scarna défend d'habitude, quand vous avez affaire aux gros voyous, de temps en temps, vous avez aussi affaire à des avocats qui sont surpayés pour essayer de casser le procès à venir. Par contre, dans un procès, dirais-je, d'une fraude fiscale grave organisée, il se peut qu'il y ait, que ce soit en matière civile comme en matière pénale, qu'il y ait un problème de procédure qui se pose, qui pourrait entraîner, même si ça n'est pas courant, la nullité de la procédure, il est du devoir de l'avocat de l'invoquer. Et ça, pour moi, j'y tiens profondément. Nous sommes dans un état de droit. Mais tout à fait. Et voilà. Donc, effectivement, moi, ce juge d'instruction a raison parce qu'en fait, il y a la criminalité, la criminalité grave, comme M. le juge d'instruction l'explique, les trafiquants de drogue, etc., etc. Moi, ça, c'est pas ma clientèle. Moi, ma clientèle, ça va être une institution financière qui va être considérée comme ayant permis le blanchiment d'une personne qui a rapatrié son argent de l'étranger. C'est ce genre de, ou l'entrepreneur ou ce genre de choses. Et si je peux me permettre d'embrayer peut-être déjà sur une question, et c'est vrai que dans ces cas-là, mon travail aussi en tant qu'avocat, c'est de dire, ben, si la personne, je veux dire, elle a commis l'infraction, enfin voilà, c'est clair et net, elle a commis l'infraction, je le déduis, je le comprends, on arrive à ça. Et que il n'y a rien à faire. Moi, je suis toujours d'avis d'aller faire un accord. Et monsieur le juge d'instruction a parlé tout à l'heure des transactions. Je vois quelqu'un qui pose la question sur la moralité de ces transactions financières et est-ce que ce n'est pas une justice de riches. On verra ce que Michel en pense. Moi, je trouve, quand moi j'essaie de faire une transaction, je trouve au contraire que ça aide l'État parce que à la fin de la journée,
si on finit par condamner, je ne parle pas de la criminalité dont on vient de parler, je ne parle pas des trafiquants de drogue, je ne parle pas de ce genre de choses. Mais ici, j'avais un dossier, mais c'était avec Michel d'ailleurs. C'était un dossier où l'instruction a été faite, mes clients étaient en aveu. C'était une fraude à la TVA, une fraude des fausses factures, ce genre de choses, etc., etc. Mes clients sont en aveu. Mais on peut faire un procès qui dure 15 ans pour le plaisir de tout le monde. Et c'est pas moi qui vais le faire durer 15 ans, c'est la justice qui va malheureusement prendre ce temps-là. Ou dire, ben, écoutez, effectivement, on a fauté, nous sommes prêts à payer ce qu'on doit. Payer ce qu'on doit, ça veut dire d'abord rembourser tout l'impôt à l'État, il faut que l'État soit aux contributions, et puis, en plus de ça, payer des sanctions pénales, ce qui donc est au mieux une anticipation de ce qui aurait été le résultat final, mais on a gagné 15 ans de procédure, on n'a pas fait perdre son temps au tribunal. Je n'estime pas que ce soit une justice de riches. J'estime au contraire que c'est une justice efficace. Moi, c'est comme ça que je le vois. Quand moi, j'essaye de transiger, c'est parce que justement, je me dis, on va perdre à la fin de la journée. Et la fin de la journée, ben, est-ce qu'on a intérêt à ce qu'un avocat fasse tout pour faire traîner le dossier, des trucs? Oui, mais la langue, la procédure n'est pas dans la bonne langue, telle pièce n'a pas été traduite. Oh, je suis absent, je suis souffrant, remettez les affaires et tout ça prend plus de temps. Ou est-ce qu'on a intérêt à ce que ces dossiers où finalement, à la fin de la journée, la personne n'aurait pas été sanctionnée à une peine de prison et aurait de toute façon été condamnée à des amendes, avec le risque que dans 15 ans, il n'y a plus rien à se mettre sous la main, alors qu'ici, on le paye. Est-ce que c'est vraiment une justice de riches? Je ne le pense pas. Ça, c'est mon avis. D'accord. On va pouvoir du coup un peu passer aux questions. Donc, comment expliquer le manque de moyens donnés par l'exécutif alors que la lutte contre la fraude et le règlement judiciaire sont tous bénéfices pour les finances publiques? Ben ça, c'est une question qu'il faut leur poser à eux, hein. On n'arrête pas de crier en disant que c'est un véritable scandale, et ne vous en faites pas. On aurait pu dire que face aux néolibéraux qui, depuis maintenant 2 législatures, encombrent les gouvernements, c'est de leur caractéristique. Bien avant, avec les socialistes au pouvoir, c'était déjà le cas. Parce que c'est pas porteur. Vous savez, une fraude fiscale simple, grave, les gens ont tendance à dire, mais qui est victime? C'est l'État, mais l'État, ça m'ennuie, hein. Je suis moi-même victime de l'État, j'ai eu un contrôle fiscal épouvantable, etc. Et puis, vous avez dans les techniques de fraude, par exemple, un carrousel à la TVA, allez expliquer à quelqu'un ce qu'est un carrousel à la TVA, vertical, horizontal, avec une fraude à la cour, il n'y a personne qui y comprend rien, ça n'intéresse personne. Pourtant, ce sont des milliards qui partent, des milliards. Et puis, il y a le côté, c'est intéressant quand même. Vous avez aussi des professionnels, et vous en avez certains qui disent, tiens, c'est gai les fraudeurs. Moi, je vais, avec mon expérience, leur donner un petit coup de main. Vous avez ça aussi. Et donc, en réalité, c'est pas très porteur dans la population, finalement. Sauf depuis un certain temps, depuis que les leaks, la presse s'en est emparée. Là, ça a commencé à faire des scandales. Je me souviendrai toujours Offshore Leaks. On était sur les plateaux de télévision avec à l'époque John Crombie, un type vraiment formidable, qui était le secrétaire d'État à la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Et donc, on annonçait dans Offshore Leaks que la Belgique était victime de 30 milliards par an d'évasion fiscale. Et il y avait un écolo, un député écolo qui dit « Comment 30 milliards, on nous dit rien ?» Alors, on a regardé l'écolo, on lui a dit « Mais ça fait 30 ans qu'on vous le dit, c'est un peu vous réveiller ici, hein, parce que j'avais jamais entendu ça, hein, donc... » Enfin, il n'avait jamais écouté, en réalité. Et donc, c'est problématique parce que sur le plan, au départ, strictement électoral, on se dit, ça n'entraîne pas de grands mouvements citoyens, donc on ne va pas embêter les gens avec ça, d'autant que chez les libéraux, pour reprendre l'expression de M. Alexandre De Croo, à l'époque, quand il était membre du gouvernement, disait à John Crombie, tu ne vas pas nous embêter avec tous tes trucs pour lutter contre la criminalité financière, tu touches à notre zone de confort. Vous vous rendez compte? La criminalité financière, c'est en réalité ce qui brise la concurrence loyale entre les entreprises. Ils n'ont rien compris. Alors ça a continué. Bon, oui, du côté de John Crombie, ça a un peu monté avec ce fameux secrétariat d'État, avec plein de règles, c'était formidable. Charles Michel arrive, boum, il démantèle le secrétariat d'État, et sur l'actuelle législature, je me dis, tiens, c'est le retour des socialistes et l'arrivée des écologistes, on va vivre quelque chose. Là, ils ont tout à fait supprimé le secrétariat d'État, et ils ont décidé que la lutte contre la criminalité financière, il ne l'évoque pas, il ne parle que de la fraude fiscale. La fraude fiscale n'est qu'un atome de cette molécule épouvantable. On va donner tous les pouvoirs aux SPF Finance et vous allez voir, hein,
on va faire des résultats. Et je vous dis que dans un an, nous aurons récupéré 1 milliard. Il a dit ça sur les antennes de télévision. C'est la méthode Coué, hein. Ça n'a aucun sens. Hein. Le ministère des Finances aujourd'hui est complètement démoralisé et dans un état structurel, mais désossé. Et voilà où on en est au niveau de l'exécutif, sans parler de M. Jean Jambon, qui à l'époque, il y a 5 ans, 6 ans, voulait démanteler l'Office central de lutte contre la délinquance économique et financière. C'est pour vous dire que, tandis que l'état-major de la police fédérale annonce que la lutte contre la criminalité financière, donc les fraudes fiscales graves et organisées, ne sont pas une priorité. Ça, c'est la situation. Et le pourquoi de cette situation, je vous l'ai dit, chez certains, à mon avis, c'est de l'incompréhension ou c'est un manque d'intérêt. Quand il y a eu des manifestations pour le climat et que les jeunes sont descendus dans la rue, tout d'un coup, les partis se sont dit « Merde, on est à quelques semaines des élections, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour le climat. Hein. » Ils ont tous introduit en catastrophe dans leur programme de la climatologie. Voilà, c'était formidable. Eh bien, on n'a pas encore suffisamment eu de réaction populaire pour obliger tout simplement les partis politiques aujourd'hui à mettre cela en priorité. Et deuxièmement, je pense qu'il y a certains partis, et notamment du côté du nord du pays, qui sont extrêmement intéressés par le fait que quand on est libéral et qu'on est néolibéral, au moins de règles il y a, au moins on embête les entreprises, et en cela, ils se trompent. Je pense que c'est la deuxième raison. Et dans les deux cas, c'est lamentable. Et si je peux me permettre, et par contre avec un effet paradoxal, parce que un effet paradoxal, c'est que pour montrer qu'on fait quelque chose, parce que la pression est quand même un peu différente aujourd'hui, pour montrer qu'on fait quelque chose, on veut rajouter des couches au millefeuille législatif, mais rien au niveau constructif. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en plus ils vous disent que ben oui c'est bon, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, c'est très bien, mais ce dont on parlait tout au début, c'est créer des couches législatives qui ne servent à rien, qui ne sont pas utiles. Et on a déjà tout pour punir, on a tout ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est les moyens pour ceux qui cherchent et qui enquêtent. Et donc, c'est là qu'il faut mettre de l'argent, c'est tout. Il faut mettre du pognon là où il faut donner les moyens à la justice. Et c'est fou, mais on peut se poser la question sur la justice, on peut se poser la question sur l'enseignement et on peut se poser la question sur les soins de santé parce que c'est le même problème. C'est exactement le même problème. La crise du Covid est un exemple frappant et comme le sera un jour le climat, malheureusement peut-être trop tard pour s'en rendre compte, on n'est pas dans on n'est plus dans pour moi aujourd'hui, on est dans des gens qui pensent à leurs élections et qui ne pensent pas au bien-être général et qui donc sont des gens qui font des lois ou des mesures ou des tchic ou des tchac pour à court terme et qui réagissent, tiens, il faut parler de ça, comme l'a dit Michel, ça, il faut parler de climat, tout à coup, ça y est, et qui sont déjà là pour se faire réélire et qui n'ont plus le sens de l'intérêt commun. Ça, c'est le problème aujourd'hui. Et on le voit avec la crise sanitaire. On a désinvesti totalement dans nos soins de santé. Aujourd'hui, on s'en mord les doigts. Et demain, ce qu'on va faire, c'est de dire, mais regardez le déficit et on va recréer encore de l'impôt. Et je ne suis pas pour la fraude, mais je suis quand même pour me demander comment est-ce qu'on n'arrive pas avec la hauteur de l'impôt en Belgique à bien gérer nos finances parce qu'on ne met pas les priorités au bon endroit et qu'on devrait peut-être se rendre compte qu'un État, c'est d'abord l'enseignement parce que, bah oui, au plus on est enseigné, au moins on fait de bêtises d'ailleurs, l'enseignement, la justice et les soins de santé. Mais ça, et la culture, of course, mais pour moi, ça fait partie, c'est ça, tu as raison. Et la culture, évidemment. Et regardez ce qui passe à la trappe le plus. Ben, regardez les palais de justice. Allez vous balader je comprends même pas comment des magistrats peuvent travailler là-dedans. Les palais de justice, les moyens. Allez, on est au 19e siècle. Là, ça se demandait pourquoi il n'y a pas des calèches qui attendent quand on sort du palais. Et ça, et puis on va nous dire, ben, voilà, ça c'est, débrouillez-vous avec les moyens, c'est ça qui se passe. Pardon. Merci. Que pensez-vous de la fraude fiscale rendue possible grâce à la finance décentralisée, crypto-monnaie, bitcoin, et doit-on s'attendre à une réaction du législateur dans un futur proche, moyen ou long terme? Il y a déjà des réactions, en tout cas au niveau lutte contre le blanchiment. On a justement introduit comme entité assujettie toutes les sociétés qui sont là pour convertir les crypto-monnaies. Donc ça, c'est pour vous dire, par exemple, comme les banques, eh bien, ce genre d'entreprise doit
analyser l'origine des fonds, doit faire des déclarations de soupçons. Donc, on a modifié le dispositif préventif pour justement les amener, elles aussi, à rapporter à la CITIF le cas échéant. Donc, ça, c'est en marche pour moi. Oui, c'est la 6e directive, mais le problème qui se pose, c'est en réalité que, en soi, la crypto-monnaie, c'est à la fois un moyen de paiement et ça devient un produit d'investissement. Alors, ça ne touche pas directement à la fraude fiscale d'ailleurs, parce qu'on peut parfaitement faire des opérations d'investissement et utiliser la crypto-monnaie sans commettre une infraction pénale. Il y a des pays qui ont exclu la crypto-monnaie de leur univers, la Russie par exemple, la Thaïlande. Mais bon, par exemple, là, chez nous, c'est légal et ça fonctionne. Alors la question est, bien sûr, nous aurons via les banques et les banques centrales des contrôles quant à l'origine des fonds par rapport au développement des crypto-monnaies. Mais ça, ce sont dans des pays qui pratiquent cela et qui ont ce qu'on appelle les FIU, c'est-à-dire les cellules de détection efficaces. Mais si vous allez à Singapour et même si vous allez à Chypre, vous n'avez absolument aucun contrôle qui est fait quant à l'origine des fonds. Dites-vous bien qu'il suffit tout simplement de choisir le pays pour passer à travers et bien entendu blanchir l'argent. Une autre inquiétude que j'ai par rapport à cela, ça dépasse un peu notre débat, c'est que j'ai le sentiment dans les investissements des crypto-monnaies qu'on a peut-être affaire au crédit hypothécaire dans le centre des États-Unis à une certaine époque, qui a abouti à une titrisation qui a créé la crise des subprimes par rapport à l'emballement qu'on en a. Ça, c'est autre chose. Par contre, en matière de blanchiment, la crypto-monnaie, quand vous avez un ransomware actuellement, donc votre écran s'éteint, vous avez une phrase qui apparaît en disant, voilà, vous êtes hacké, nous vous restituons vos données à condition que vous nous versiez la somme de 10 ou 50 bitcoins. C'est des bitcoins qui sont demandés parce que cela devient totalement intraçable. Donc, ça reste un moyen aussi criminel de faire circuler l'argent sans détection des auteurs. Pouvons-nous considérer qu'un lancement d'alerte whistleblowing tel qu'a pu le faire Hervé Falciani lors des SwissLeaks viole réellement la législation, même si les enjeux et les conséquences liées à l'évasion fiscale sont plus graves? J'ai répondu, parce que c'est le cas que j'ai cité tout à l'heure. Ah. Donc, j'ai eu le plaisir d'entendre pendant 4 heures Hervé Falciani en audition. C'était assez rigolo. Il n'y a pas de violation chez nous de la législation belge et nous sommes ravis d'accueillir ces données qui sont transmises par l'administration fiscale française qui nous ont aidés à obtenir cette transaction de 300 millions d'euros. Un peu moins, 3 millions de moins que la France. C'est pas mal quand même, mais c'est trop peu. C'est trop peu. Mais le lanceur d'alerte, c'est pas là, c'est vraiment celui qui a détourné les informations. Le lanceur d'alerte, c'est pas celui qui détourne, mais qui dénonce. Donc ça, en matière de corruption, pour moi, c'est fondamental. La France a déjà mis en place un système de protection du lanceur d'alerte assez inefficace à mon sens, mais au moins c'est déjà, ils ont déjà avancé, c'est une avancée. Moi, je plaide pour qu'il y ait ça chez nous, mais bon, on n'entend pas. C'est assez fondamental. Alors, dans la balance entre les deux, souvenez-vous de LuxLeaks avec Delcourt, Monsieur Delcourt, qui a effectivement dénoncé les fameuses transactions fiscales, les accords fiscaux, les rulings, et qui s'est retrouvé sur les bancs de la correctionnelle jusqu'au moment où il a pu, après avoir été condamné, vraiment à chaque strate, bénéficier tout de même d'un sort plus léger en tout dernier recours d'instance. C'est la question qui était posée, c'est la balance. Mais je ne vous parle pas d'un point de vue judiciaire, ni d'un point de vue légal, je vous parle d'un point de vue éthique. Il est évident qu'on préfère avoir quelqu'un qui dénonce quelque chose de grave avec les conséquences qu'on peut y attacher que d'avoir le silence et le maintien d'une situation criminelle qu'on ne détectera jamais. Avec avec aussi, pour moi, un petit bémol, c'est que on est de plus en plus dans l'encouragement de la déclaration. Le système préventif du blanchiment, c'est en fait demander à des gens d'aller dire quelque chose qu'ils ne sont pas censés pouvoir dire. C'est ça qu'on fait. D'Axis, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pareil. C'est toujours une question d'équilibre entre des motifs impérieux. Et qui justifie en fait ces entailles dans la relation de confiance qu'on peut avoir entre clients et professionnels, par exemple. Il faut juste faire attention qu'un jour, les motifs impérieux, c'est éthique, c'est moral, mais peut-être que
les motifs impérieux, ce serait aussi pouvoir un jour déclarer des choses qui ne sont pas de la criminalité financière. Donc moi, j'ai toujours très peur de ce genre parce que je comprends très bien l'objectif, mais derrière, demain, vous mettez un gouvernement d'extrême droite au pouvoir, il n'a même plus changé les lois aujourd'hui. Hein. C'est ça, il faut se rendre compte aussi. Donc, et qu'est-ce qui est éthique? Donc, ça veut dire en tout cas que la loi doit être très précise. La loi doit toujours être proportionnée et vraiment bien faire une balance entre les enjeux qu'on met en balance, entre la violation du droit à la vie privée et les obligations de déclaration. Et ça doit être écrit de manière la plus précise pour être sûr de ce qu'on autorise et de ce qu'on n'autorise pas. Mais c'est surtout là où je pense que les textes aujourd'hui parfois font un peu peur parce qu'on crée des ambiguïtés, on crée des choses compliquées à comprendre, avec des sanctions pour celui qui ne déclare pas, parce qu'il y a aussi des cas dans lesquels maintenant on est sanctionné si on ne déclare pas. Et je trouve qu'il faut faire ça avec beaucoup de précision et de rigueur si on veut aller dans une... C'est une balance. Michel l'a dit, c'est une balance, mais prenons toujours le contrepoint. C'est nous aussi qui sommes visés, hein, c'est nous le citoyen. Ici, on pense que c'est pas grave parce que nous, on va pas, on met pas des choses incroyables en place, donc notre employé risque pas d'aller faire une dénonciation qui nous poserait difficulté. Mais si demain la dénonciation, c'est peut-être aller déclarer des gens qui sont sur Tinder alors qu'ils sont mariés parce que c'est amoral, hein, que c'est pas bien et que voilà, et ça crée plein de divorces et ça encombre les tribunaux, hein, parce que finalement c'est la même chose. Est-ce que voilà, la pondération quand même dans tout, c'est important. Quel est selon vous là où les solutions plus efficaces pour lutter contre le blanchiment d'argent? Michel Claise. Oui. Vous avez 5 heures. Moi, j'ai donné ma réponse. Ma réponse, c'était toi, hein, Michel Claise. C'est la solution. C'était pas pour te donner la parole, je répondais à la question. Ou peut-être on peut renvoyer un livre, Ah d'accord, merci Sabrina. ou un article que vous avez écrit éventuellement. Oh oui, non, j'ai écrit plusieurs articles sur le sujet et aussi dans mon essai, mais la solution, en réalité, c'est le renforcement, non pas et on l'a déjà dit, on martèle Sabrina et moi la même chose, il ne faut pas de règles en plus, à part, je dirais, une toilette de l'article 505 du Code pénal. Ce qu'il faut en réalité, c'est la bonne application de nos règles. Exemple. Dans le cadre de la détection du blanchiment d'argent, vous avez la loi de 93, tac, 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 avec toutes les modifications qui s'en sont suivies, et notamment la 5e directive et le législateur belge qui a pris une loi qui va plus loin encore que la 5e directive, où, à mon grand sourire, inclus dans les professionnels du chiffre qui ont l'obligation de dénoncer les opérations suspectes, de faire les déclarations de suspicion, les agents de joueurs de football. Alors j'attends impatiemment de voir un agent de joueur de foot faire une déclaration de suspicion à la cellule de traitement des informations financières. Ce jour-là, je sable le champagne. Mais bon, il y a évidemment le premier point, l'efficacité, c'est la détection. C'est renforcer ses pouvoirs. Alors, la Banque nationale, la BNB, a des pouvoirs de plus en plus étendus à l'égard des banques. Alors, il faut voir les statistiques. Est-ce que ça fonctionne? Il y a les déclarations de suspicion et il suffit d'accéder au rapport annuel de la CETIF. Je vous engage à le lire. C'est très, très bien fait. Qui va notamment vous donner les statistiques de déclaration de suspicion par professionnel du chiffre, où vous constaterez que ce sont les banques qui dénoncent le plus et que ce sont les diamantaires qui dénoncent presque le moins. Bon, il y a moins de diamantaires que de banques et moins d'opérations, mais enfin bon. Et entre les deux, vous avez quelques surprises. C'est intéressant, ça doit être efficace, et vous devez savoir que dans l'hypothèse où un professionnel du chiffre, dans une enquête, on s'aperçoit qu'il n'a pas fait sa déclaration de suspicion alors qu'il aurait dû le faire, que c'est dénoncé à son institut, à son ordre, eh bien, ils ont la possibilité de le taxer d'une amende administrative qui peut aller jusqu'à 1 250 000 €. Ce serait intéressant de voir combien d'amendes ont été jusqu'à présent délivrées à l'égard de ces professionnels. Je pense que ça tourne quasiment à peu de choses. Donc, oui, il y a des tas de choses à peaufiner dans la détection. La FSMA actuellement a en matière de délit d'initié, une jurisprudence qui s'est fort peaufinée, qui est assez intéressante, donc il y a néanmoins des choses qui se font. Et puis, vous avez la répression. Alors, vous avez entendu que le problème de la répression,
c'est que c'est le manque de moyens, pur et simple. Et aussi la difficulté de lutter sur le plan international par les collaborations internationales. Vous avez de tout. Dans les pays, vous avez les Pays-Bas. Quand vous demandez une perquisition aux Pays-Bas, ils vont vous dire, mais écoutez, on va leur écrire pour demander la pièce que vous cherchez. Mais non, bien sûr, si on demande une perquisition, c'est pour l'effet de surprise. Hein. Bon, on est parfois tout à fait surpris. Avec l'Espagne, depuis l'affaire de Puigdemont, quand vous allez à Barcelone, vous êtes reçu à bras ouverts, et quand vous allez à Madrid, on n'exécute plus votre demande d'entrée européenne, tellement ces gens sont fâchés sur la Belgique. Donc vous avez de tout, ça reste toujours un problème humain. Et je vous passe par exemple la Grande-Bretagne, qui ne répond jamais à nos demandes d'entrée sur le plan judiciaire, mais qui répond aux demandes d'entrée en matière administrative, common law, que voulez-vous, c'est épouvantable. Alors, vous savez, la lutte contre le blanchiment d'argent, c'est donc renforcer ses pouvoirs, mais c'est aussi quelque chose aussi de, je dirais presque de tout aussi important, mais qui quitte un peu le domaine du droit. Je pense qu'il est largement temps qu'il y ait une éducation, et dans les universités, et préalablement au circuit universitaire, pour rétablir la notion d'éthique. Il ne faut pas nécessairement que le professionnel ait des décisions qui soient générées par la peur du gendarme. Il faudrait que ces décisions soient prises véritablement par sa volonté de ne pas participer à l'infraction ou même de vouloir lutter contre elle. C'est d'autant plus important qu'actuellement, en termes de chiffres, on a parlé de la fraude fiscale, je vous l'ai dit, c'est l'atome d'une molécule qui s'appelle la criminalité financière, et que les chiffres de la criminalité financière atteignent des sommets. Et à un certain moment, que ce soit les stupéfiants, le trafic d'armes, l'escroquerie, la prostitution, la corruption, tout cela représente une espèce de gigantesque manne qui atteint des montants qui frôlent les 7, 8, 9% du PIB brut mondial. Avec aussi, par le blanchiment d'argent, ce phénomène que c'est un produit annuel qui va se mélanger aux produits des années précédentes. Et par l'organisation du blanchiment d'argent, va entraîner une mainmise des organisations criminelles sur tout notre système économique dans le monde. Et ça, c'est le danger auquel nous sommes confrontés. Et ça, cela devient hyper important en termes de prise de connaissance par les États de l'importance du phénomène et leur déclaration, à tout le moins, de leur volonté de lutter contre celui-ci, ce qui n'est même pas le cas dans un pays qui se revendique comme étant démocratique qu'est la Belgique. Moi, si j'ai juste un tout petit bémol à dire Oui. par rapport à ça, c'est les autorités de contrôle qui ont énormément de pouvoir. Mais on est aussi en train d'assister à une destruction de la démocratie parce que ces autorités de contrôle, elles sont hors loi en fait. Elles ont un pouvoir et puis elles créent elles-mêmes quelque chose hors cadre légal. Et ça, je trouve aussi que c'est compliqué parce que je prends la Banque nationale de Belgique en matière de prévention du blanchiment. Elle donne des instructions aux banques et qui sont dans la matière de l'origine des fonds. Pour moi, complètement à côté de la loi de préventive du blanchiment et complètement à côté de la plaque de 505. Mais en attendant, tu as des gens qui sont sous des situations d'être expulsés de toute banque, alors que si je voulais aller voir le parquet pour transiger, j'ai pas de quoi transiger parce qu'il n'y a pas d'infraction. Mais ça, c'est la situation qui est aussi celle d'aujourd'hui. Et donc, de nouveau, c'est cet équilibre entre comprendre l'objectif, mais finalement sortir du cadre légal et avoir des autorités étatiques qui font la loi. Et je suis désolée, mais c'est contraire à la démocratie aussi. Vous voyez, parfois, on a des petits points quand même. Hein. J'espère bien. Comme vous le disiez, les législations fiscales sont souvent réactionnaires aux scandales médiatiques et font souvent preuve de cruelles imprécisions. Je pense notamment aux obligations déclaratives prévues par la directive DAS10, qui sont très floues, larges et imprécises. Comment appréhendez-vous ce phénomène et comment faites-vous pour interpréter les textes toujours plus obscurs ? Eh bien, pour Daxi, je vais répondre très facilement. J'ai le plaisir d'avoir introduit le recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Donc, voilà ce qu'on fait, c'est que on se bat et on se défend. On est vraiment, pour moi, Daxi, c'est l'exemple le plus simple. C'est quoi un dispositif? C'est pas clair. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous devez déclarer un dispositif quand il est transfrontière.
Ah, c'est quoi transfrontière? Ah, mais il faut qu'il y ait un participant dans 2 États différents. C'est quoi un participant? Mais c'est quand vous n'êtes pas un intermédiaire. Donc, quand vous souscrivez un contrat avec une compagnie d'assurance luxembourgeoise, c'est pas transfrontière parce qu'il n'y a pas de participant à l'étranger. Ah, la compagnie n'est pas un participant. Quand je signe un contrat avec quelqu'un, généralement, enfin, mon cours de droit de première année, hein, j'avais l'impression que non, non, mais attention, quelque part ailleurs, on va vous dire que le contrat d'assurance vie à l'étranger est un dispositif. Donc, c'est incompréhensible, c'est volontairement obscur, c'est sujet à interprétation. Je fais partie de l'association belge des avocats fiscalistes et on fait des réunions tous les mois pour l'instant pour se mettre d'accord. Est-ce que vous pensez que j'ai raison de penser que je suis dans un des marqueurs? Je ne sais pas. C'est volontairement imprécis et on arrive un peu, je trouve, avec Daxis, quand vous lisez les considérants. Michel, tu disais tout à l'heure, il ne faut pas que le professionnel agisse par la peur du gendarme, il faut une certaine forme d'éthique. Tu as tout à fait raison. Mais ici, ils écrivent en autant de mots qu'ils préfèrent que ce soit flou pour qu'on déclare trop. Il vaut mieux qu'ils déclarent trop que pas assez, et ils écrivent, et après, de toute façon, on fera le tri. Mais en attendant, le professionnel qui ne déclare pas a des sanctions fiscales. Donc, la plus grosse amende fiscale, elle est de 6 250 € quand il y a eu on a violé une disposition, le contribuable a violé une disposition du code. La plus haute amende, c'est 6 250. Ici, pour Daxis, ça peut aller jusqu'à 50 000 € sans intention frauduleuse et jusqu'à 100 000 € si on considère que j'ai sciemment pas respecté Daxis. Il n'y a pas de fraude avec Daxis. Donc, il faut se rendre compte que tu dis, tu as raison, mais en attendant, aujourd'hui, pour l'instant, on ne fait que ça. On met la pression sur le professionnel, on écrit des règles qui sont Bah, tout sauf claires, et nous, on doit se dépêtrer, mais ça devient un métier qui devient. Moi, je regarde mon client, je dis, écoutez, avant toute chose, taisez-vous, pas parler. Je vais vous expliquer mes obligations de blanchiment. Je vais vous expliquer Daxis. Et Daxis, c'est quoi? Ben, écoutez, si jamais, dans le cadre de la planification qu'on veut faire, j'estime que peut-être je rentre dans le D1, D2, E2, E3, touche écoulé, je devrais faire une déclaration à l'administration fiscale nominative, je devrais donner tous les enjeux. Donc, en fait, j'aurai l'obligation de violer mon secret professionnel. absolument. C'est absolument incompatible avec nos règles. Et c'est fou. Et donc, on attaque ça au niveau constitutionnel. Et nous avons évidemment Bon. posé des questions à la Cour de justice, puisque c'est une directive européenne. Mais donc, et avec en plus pour moi l'énervement qui est qu'en fait, c'est nous demander d'aller leur expliquer en quoi leurs règles fiscales sont mal ficelées, règles fiscales qu'ils ne veulent pas harmoniser parce que chacun veut bien garder sa souveraineté et attirer tel type d'investisseurs. Je redis ce que je disais au début. Donc voilà, ça c'est la situation. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire respecter l'état de droit en ayant recours à ce que l'état de droit mette à disposition des cours de justice, la Cour constitutionnelle. Mais Merci. l'état idéal, c'est une fiscalité compréhensible avec moins d'impôts. Alors là, il faudrait une répression maximum de la fraude fiscale. Tellement d'accord. Mais nous sommes loin. Et donc, Tellement d'accord. c'est l'évidence. Alors, Sabrina, tu peux peut-être raconter ce que nous avons vécu il y a 2 jours à la commission des finances de la Chambre. C'était d'un folklore extraordinaire. Alors, Dans le sens de la question. mais, en résumé, donc on a été auditionné en tant qu'expert pour une proposition de loi, 2 propositions de loi qui voulait en fait vraiment mettre fin à l'état de droit dans le sens où la proposition visait à permettre à l'administration fiscale de sanctionner l'avocat, l'expert comptable, etc., quand il avait une analyse incorrecte du droit. Hein. Je résume, il y avait plein d'autres Oui, cas, notamment. mais une analyse incorrecte du droit. Et donc, on nous a demandé d'analyser ce texte et de faire part de nos avis. Et donc, on a analysé ce texte, on a fait part de nos avis. Donc, c'était marrant puisque tant un juge d'instruction qu'un avocat fiscaliste que le président de la CITIF avait exactement la même lecture du texte qui disait « ça ne va pas les gars, vous arrêtez ça tout de suite ». Il y a plus rien dans l'état de droit qui est respecté puisque non seulement le ministre pouvait me sanctionner quand j'étais pas d'accord avec l'administration, donc le simple fait de s'opposer à une circulaire était susceptible de sanctions et le ministre pouvait aller jusqu'à m'interdire de travailler. Je prends parfois position dans la presse, je crois que je serai une des premières à
plus pouvoir travailler. Et par ailleurs, on érigeait en infraction pénale, hein, prison, le fait de rendre une analyse incorrecte ou inexacte. Donc, on leur a tous expliqué que rien de tout ça n'était possible. Ça n'a pas plu à l'auteur Ah non, ça, on s'est qui fait s'est engueuler. plus moi que toi. Moi, j'en ai pris pour mon grade. On se serait cru sur un C'est plateau vrai. télé. Mais de fait, c'est une dérive. Voilà. Moi, ça fait partie des dérives. Et vous voyez, quand on dit, mais c'est une dérive qui est débile parce que non seulement l'exécutif ne fait pas ce que le judiciaire demande, mais on fait semblant de faire quelque chose et en créant encore une couche et une couche qui est contraire à tous les principes. Enfin, je veux dire, il faut quand même que on ait un état de droit. On a le législateur qui fait la loi, l'exécutif, le judiciaire, et l'administration fiscale n'est pas là pour faire pression sur les gens. D'ailleurs, quand l'administration essaye de faire pression sur les gens à mauvais titre, c'est une infraction pénale, c'est le délit de concussion. Donc, il faut quand même à un moment remettre les choses au milieu du village. Mais donc, le genre d'axis, pour répondre à votre question, c'est pas la fin. Pour moi, ce n'est que le début des choses qui vont arriver dans l'avenir. Je partage entièrement tout ce qu'a dit Maître Scarna concernant l'approche de Daxis. La simple lecture, c'est une chose qui fait se dresser les cheveux sur la tête, d'abord en termes d'efficacité et puis en termes de légalité, hein, ça c'est clair. Voilà, exactement. Alors, on va peut-être pouvoir répondre à une dernière question brièvement. Je ne sais pas si vous avez peut-être une question à laquelle vous voulez répondre spécialement ou une question qui n'aurait pas été ne fut que partiellement répondue. J'imagine que vous voyez La bien. transaction pénale, en disant que là, je ne suis pas non plus d'accord tout à fait avec Maître Scarna, c'est bien une justice de riche, hein, suivant que vous serez puissant ou misérable. Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Pour transiger, vous devez avoir de l'argent. Vous pouvez aussi transiger si vous avez flanqué votre main sur la figure de votre voisin. Hein. Là, la transaction pénale ne se limite pas aux affaires financières. Mais je dirais ceci par rapport à la transaction pénale. C'est vrai que c'est injuste. Et ce qui est particulièrement injuste, c'est qu'actuellement, les négociations se font par le parquet et que la plupart du temps, c'est que le revolver est pointé sur la tempe du parquet avec la menace des avocats de la défense en disant « Mais si vous ne transigez pas, vous allez voir, hein, ça va durer, on va aller en appel, puis on va faire des franchiments, etc. » Ce qu'il faut faire pour qu'une transaction pénale soit cohérente, c'est en réalité d'arriver immédiatement à un résultat qui serait proche à celui de la condamnation en correctionnel, avec la récupération de la totalité du produit de l'infraction, les amendes adéquates et proportionnelles par rapport aux attitudes des personnes poursuivies, et l'indemnisation des parties civiles qui peuvent encore se discuter ultérieurement. Et donc, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, et actuellement, malheureusement, dans les transactions pénales, je dois dans mes dossiers, constater que les produits des infractions ne sont absolument pas couverts par les négociations du parquet qui se sent en infériorité. Donc, je serais favorable à 100% sur cela, en ayant aussi, par rapport aux transactions pénales, une reconnaissance de culpabilité qui se fait préalablement pour dire qu'un état de récidive pourrait être constaté dans l'hypothèse où d'autres actes seraient commis par les personnes morales ou physiques qui ont fait l'objet de la transaction pénale. Donc, mauvais système, mais pas le pire parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Et sans transaction pénale, tant d'affaires se termineraient purement et simplement sans qu'on récupère quoi que ce soit. Merci beaucoup. Je vais désormais clôturer la conférence. Pour les questions éventuelles, je vous renvoie vivement aux articles et ouvrages de nos intervenants. Je suis sûre qu'il y a moyen de les trouver en abondance sur Internet. Je remercie nos intervenants pour nous avoir éclaircis sur ce sujet. C'est nous qui vous remercions, c'était très gai. Merci beaucoup. Merci. On remet ça demain, non? On aurait pu. Merci à tous les spectateurs. C'est vrai que j'aurais bien voulu dire on se voit au prochain événement, mais c'était le dernier événement de Elsa Saint-Louis cette année. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon blocus, de bons examens, un bon courage pour cette fin d'année rythmée par les mesures Covid. Et alors j'espère tous vous revoir en septembre. Les événements pourront recommencer et peut-être en présentiel. Ça, ce serait un bon point. Donc voilà, merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonsoir. Bonsoir.